qu'on a hâte de voir enfin une vraie première compétition sans Hugo Lloris dans les buts et avec un nouveau Mike Maignan. Parce que moi, je trouve que les gens ont été quand même... Moi qui suis en plus fan de Tottenham, donc du coup, j'avais la chance de suivre Hugo, que ce soit en sélection et en club. J'ai toujours trouvé les gens très durs avec Hugo Lloris. Mais ça va un peu avec le poste de gardien, parce que tu vois, j'ai l'impression que être buteur ou être gardien de but, on a un peu ce même sentiment d'être seul au monde que quand ça va pas. Et qu'on attend toujours le faux pas. C'est la sensation que tu avais aussi en ta carrière ou pas? Alors dis-moi, si tu trouves que les gens étaient un peu durs avec Hugo, je pose une question. Qu'est-ce que moi je devrais dire? On va y venir à toi aussi, parce qu'on a des choses à dire. On a des épisodes qu'il faut qu'on voit ensemble. Je me fais pas de soucis. Mais Écoute, t'as raison. mais c'est la beauté du poste de gardien de but. Parce qu'en fin de compte, le poste le gardien de but est un peu un poste individuel en plein milieu d'un collectif. Tu Ouais, vois? ouais. Et quand tu t'en rends compte, surtout quand un de tes coéquipiers marque, en fait, c'est rare les fois où c'est que le gardien traverse le terrain pour aller fêter avec tous ses joueurs. C'est vrai, ça. Même dans un cas où c'est que tu dois être collectif, ben nous on se retrouve un peu seul. Donc tu es là, tu lèves les mains en l'air tout seul, tu regardes tes supporters, tu essaies de, tu vois, de fêter à ta façon. Mais c'est vrai que là, cette image est un peu emblématique, tu vois. C'est vrai. Mais franchement, pour moi, hein, encore aujourd'hui, hein, c'est le plus beau métier du monde, gardien de but, parce que ça te fait acquérir une maturité. On va dire, on doit être vachement précoce. Tu dois être. Mais pourquoi à ce point? Pourquoi à ce point? Parce que j'entends toujours cette phrase, plus on recule d'ailleurs en termes de poste, que ce soit de l'attaquant au défenseur, déjà on disait beaucoup ça, cette maturité. Il faut une maturité pour être défenseur central, déjà on disait. Pourquoi est-ce qu'il y a cette vérité encore plus importante chez les gardiens? Ben parce que déjà, tu dois transmettre beaucoup de sérénité alors, à tes défenseurs et on va dire tes milieux défensifs. Parce qu'après, au-delà, c'est vrai qu'on a du mal à communiquer parce que tu as beaucoup de monde dans le. Il faut que tu arrives à transmettre ça. Et en fait, il faut gagner la confiance de tout le monde. Alors, cette confiance, elle se gagne beaucoup à travers tes prestations. Si tu es Mhm. performant, c'est vrai que tu transmets. Mais je pense que cette fameuse leadership dont je te parlais tout à l'heure, en fait, c'est parce qu'on est tout seul. Et je vais te dire, regarde, l'attaquant, s'il fait une erreur, tu as les milieux derrière qui peuvent, Mhm. tu vois, récupérer le milieu. S'ils font une erreur, tu as le défenseur. Le défenseur, tu as le gardien. Le gardien, derrière, tu as quoi? Ben, tu as la cage. Donc, en Ouais, général, quand tu fais une erreur, tu peux être chanceux et que ça tape la barre, ça au-dessus. Mais quand tu fais une erreur, ben, derrière, le gardien le paye cash. Et c'est il vrai. faut être, il faut être très fort pour pouvoir s'en remettre de suite parce qu'un match dure 90 minutes. Tu peux être fautif d'une erreur, mais tu peux encore devenir le héros du match. Et c'est ça qui est magnifique, tu C'est vois? vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a cette sensation de seul contre tous, un peu, que ce soit dans le fait de célébrer le but, ou même dans l'erreur, ou même dans le temps passé sur le terrain. Elle se vérifie dans le groupe aussi. Est-ce que, même si on est pote avec tous les membres de l'équipe et il y a une ambiance de groupe, est-ce qu'il y a quand même une part de vous, en tant que gardien, où vous êtes un peu en retrait, un peu en marge du groupe, malgré ça ou pas? Non, non, au contraire. J'ai même envie de te dire au contraire. Il faut savoir que les gardiens, surtout au très haut niveau, on s'entraîne la plupart du temps tout seul avec les autres gardiens. L'entraînement des gardiens en général, c'est 45, 1 heure. Et Mhm. après, tu rejoins l'équipe parce qu'il y a un travail tactique, un travail de finition du jeu. Mais malgré tout, je te parle en connaissance de cause. Donc, j'ai été capitaine dans pas mal de clubs. Écoute, malgré tout, chaque fois qu'un joueur avait un problème, la première personne qui l'appelait, dans ce cas-là, c'était moi. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que c'est un peu, on reste malgré tout. Alors, c'est même pas une question d'âge, hein, comme je dis, le grand frère dans le vestiaire. Ouais. Moi, je sais que mon vécu fait que dès que les joueurs avaient un problème, ils venaient me voir à moi avant d'aller voir l'entraîneur. Seb, il y a ce Mhm. problème, tu vois, que ce soit négocier une prime, que ce soit affronter un problème de vestiaire, que ce soit gérer les amendes, tu vois. Et c'est vrai que je le ressentais beaucoup que beaucoup de joueurs se reposaient sur cette leadership et cette personnalité que moi j'avais, mais que sûrement beaucoup de gardiens ont. Et ça, franchement, je te jure, c'est magnifique parce que tu te dis, en fait, c'est pour ça que je te dis que c'est magnifique le poste de gardien de but parce que nous, c'est vrai que la plupart du temps, on se retrouve seul. Mais malgré tout, le collectif repose beaucoup sur toi. Et Ouais. c'est une part de responsabilité Ouais.
Ah, c'est magnifique parce que tu le ressens et même humainement en dehors du terrain, après tu arrives à créer des liens. Tu as encore ce respect, tu as encore ce respect qui continue dans le temps. Et ça, Mhm. moi, parce que le footballeur, il est plus ou moins bon, il est plus ou moins grand, tu vois, mais une fois que ta carrière s'arrête, le footballeur, après, c'est fini, tu vois. Oui, c'est Et clair. quand tu vas humainement parlant, ben, encore des joueurs. Regarde, je vais te citer un nom. C'est un épisode qui s'est passé la semaine dernière. Osvaldo, je ne sais pas si tu te souviens. Argentin, Très bien. voilà. Donc, il a déclaré la semaine dernière qu'il était en dépression et qu'il avait du mal à s'en sortir. OK? Ouais. Donc, je lui ai envoyé, moi, un message personnel où je lui ai donné mon point de vue, je lui ai expliqué. Mhm. Il m'a envoyé un message, écoute, qui est extraordinaire. Tu vois, et il dit, merci Seb, mais grâce à ton message aussi, ben, je vais m'en sortir et je vais te montrer ben, que je suis un vrai bonhomme et que tu seras fier de moi. Pourtant, on joue plus ensemble depuis des années. Il vit en Argentine, je Mhm. vis en France. Tu vois? Et ça, aujourd'hui, c'est des trucs qui marquent, c'est des trucs qui font super plaisir. Ouais. Tu vois? Et Ouais. je suis en contact avec beaucoup de joueurs, même qui n'ont jamais été de ma génération. Je veux te citer un Robert Pires. Bon, les Italiens, il y a beaucoup de joueurs avec qui je suis. Bon, Materazzi, on est très proche aujourd'hui, même si c'est un personnage, nous en Ah, France, il fait mal ce nom pour nous. ouais, un peu, voilà, beaucoup discuté par Ouais. rapport à. Ben, c'est l'histoire qui le veut. Mais tu vois, on n'a jamais joué ensemble. On n'est pas une génération. Et pourtant, aujourd'hui, on a un rapport extraordinaire. Et moi, c'est ça qui me dit, bon, en fin de compte, tu vois, humainement parlant, j'ai dû sûrement laisser quelque chose. Parce que même ceux qui n'ont jamais joué avec moi, aujourd'hui, m'apprécient. Et ça, c'est bien. Et tu as raison de le souligner parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles, en dehors de ta carrière assez impressionnante, monsieur, félicitations pour ça aussi, je voulais te recevoir dans cette émission. Parce que tu sais, quand on a lancé cette émission avec la rédaction, on s'est toujours dit que c'était le moyen de tendre le micro à des personnalités qui jouissaient pas forcément d'une belle image dans les médias et qui n'en avaient pas un portrait pas forcément très gratifiant et de justement apprendre à les connaître autrement, en dehors des lignes écrites par les médias principaux. Du coup, Français. toi, tu rentres parfaitement dans ce genre de critères-là parce que, alors, moi, je vais le cacher à personne, j'ai eu la chance d'échanger avec toi un petit peu déjà avant, donc je sens déjà le mec chaleureux, le mec ouvert, attentionné, facile, bon, bienveillant, bonne humeur, etc., qui est très loin du portrait que j'avais de toi via les médias. Alors dis-moi, est-ce que déjà, tu as l'impression que toi, le rapport qu'on a, que le grand public a vis-à-vis de toi, il est seulement de cet aspect-là en France, ou est-ce que c'était également le cas en Italie? Non, c'est paradoxal quand tu vois encore aujourd'hui la considération que j'ai, mais c'est même pas qu'en Italie, c'est à travers le monde. J'ai été faire des tournées en Chine dernièrement, Dubaï, bon, Italie, je suis encore très présent en Italie, donc bah, on va dire ça me surprend pas. Mais c'est vrai quand je vois encore le respect, euh, la chaleur, l'affection que je reçois à travers le monde, c'est paradoxal. Parce que c'est vrai qu'en France, on va pas se voler la face. En France, on va dire, il y a toujours eu, je pense que ça a été voulu, cette image de moi qui ne reflète vraiment pas ben, la réalité, en fait. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Et tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les médias français, je prends toujours avec des pincettes. Parce que je sais que si je vais m'exprimer, automatiquement, ça va être déformé, ça va être modifié. Et on va mettre en avant peut-être la petite virgule négative dans une phrase qui est toute positive. Tu vois, donc après, moi, avec le temps, j'ai appris à gérer ça. Je ne te cache pas que pendant ma carrière, il y a eu des moments où c'est que ben, je ne comprenais pas, en fait. Mhm. Parce que moi, en fait, Sébastien Frey a fait donc une très grande carrière à l'étranger, effectivement. Bon, moi, je suis d'une école française à centre de formation de l'ESCAN. Je commence en pro à 17 ans à l'ESCAN. Je dois partir parce que il faut que je parte pour sauver mon club formateur. Ouais. Donc, je pense que la cause est quand même noble. Oui, elle est belle, ouais. Ouais. Voilà. Donc déjà, à la base, moi, quand je pars à 18 ans à l'Inter, l'image qu'on a voulu me faire passer, c'est un mercenaire, un petit merdeux qui part à l'étranger pour l'argent. Donc, alors, c'est une image, effectivement, quand on ne sait pas, on se dit, OK, tu prends ça, il n'y a pas de problème. Mais donc, si à partir du moment où on dit ça, ça veut dire que je pars là-bas, je ne vais pas m'imposer. On est Mhm. d'accord. C'est-à-dire que je suis là-bas, je vais essayer de gratter le plus d'argent possible et puis après faire n'importe quoi. Voilà. Ben, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un an, je m'impose.
dans le championnat qui est à l'époque, le plus prestigieux, le plus Mhm. compliqué au monde. Mhm. OK? Et au lieu de mettre en avant le fait que je m'impose à 18-19 ans dans le plus beau des championnats, on a Ouais. préféré ne plus en parler. Donc, allez, jusque-là, il y a pas de problème. Ouais. Après, là, voilà, après, bon, moi, j'ai fait depuis moins de 15 ans l'équipe de France A, toutes les sélections de l'équipe de France. Donc, j'ai un parcours international aussi assez, tu vois, assez costaud. Voilà. Et puis après, on arrive à la période, voilà, la période de l'équipe de France. Donc, ma première sélection, Mhm. c'est en 2004. Ouais. Après, voilà, je suis appelé, pas forcément constamment, mais je suis dans le groupe à chaque fois, tu vois. En janvier 2006, je me pète le genou. Donc, je ne peux plus faire partie des prétendants pour la Coupe du Monde 2006. Donc, la Coupe du Monde 2006, on la met de côté. Et donc, après ça, je reviens en équipe de France jusqu'après l'Euro 2008, tu vois. Et pendant toute cette période, c'est là où je pense médiatiquement, ça a été le plus compliqué parce que certains médias français, donc un des plus grands quotidiens, le plus grand quotidien français, je ne citerai pas son nom, euh, Pour ceux qui n'ont pas encore deviné, je pense qu'il y a peu de voilà. doute. Je t'écoute. Tu t'imagines que la seule fois on me met 2 pages dans l'équipe, le message qui ressort, on me fait passer pour raciste. OK? J'ai vu Donc ça aussi. ça déjà, parce que J'ai moi, vu ça aussi. depuis toute ma carrière, je l'ai combattu. Je continue de combattre le racisme. Et ça m'a fait mal, parce que ça va au-delà du sport. Là, on allait trop loin, tu vois. Donc, voilà. Là, déjà, c'est un signal. Je me dis, c'est très dangereux le truc. Il va falloir que je me protège avec la presse française, tu vois, que je fasse la part des choses. Donc, j'avais interdit cette presse-là de venir dans mes conférences de presse. J'avais averti mon club. J'ai dit, voilà, si jamais la presse française, surtout celle-là, est présente dans mes conférences de presse, ou vous les faites sortir, ou je me lève et je parle pas. Parce que, voilà, et moi, j'avais le journaliste, je ne citerai pas son nom, c'est une des rares fois où je lui ai dit, c'est un correspondant en Italie, le dernier coup de téléphone, c'était, écoute, moi, tu peux me juger sur mes prestations, sur mes coupes de cheveux, sur mes couleurs de maillot, tout ce que tu veux. Là, c'est plus du sport, là, ça va très, très loin. Là, franchement, tu m'as fait mal à moi, tu as fait mal à ma famille, tu as mis en danger ma famille. Ils savent que si jamais on devait se recroiser, j'ai averti l'attaché de presse de la Fiorentina, eh ben, je vais te mettre une gifle. Parce que, et encore, je pense être gentil, parce que là, j'espère qu'on ne se recroisera plus. Donc, on ne s'est plus jamais recroisé. Hein. Donc, bon, ça, c'est, on va dire, le coin positif, parce que là, c'est allé beaucoup trop loin, tu vois. Et après, on va dire, la cerise sur le gâteau, ça a été le fameux Ukraine-France. Tu vois, Ukraine-France, les gens, bah, après, je pense qu'on a l'occasion, je vais te raconter un peu tout ce qui s'est passé, je te raconterai. Mais tu t'imagines que moi, à l'époque, donc 2007-2008, je fais partie des meilleurs gardiens d'Europe. J'ai une notoriété importante. On ne comprend pas, malgré que ce soit Greg Coupé, je veux dire, c'est un très bon copain. On s'apprécie énormément encore aujourd'hui. On est très proches. Et ça a été un des rares points positifs de mon parcours en équipe de France. D'avoir pu Hmm. côtoyer des mecs comme Greg, comme Franck, Ribéry, bon, Titi, toute la bande, tu vois, mais ceux-là, vraiment, on Il y a a un lien créé des fort. liens très, très Ouais. forts. Et ça c'est des, on va dire, c'était des bons moments en sélection. Après ce match-là, il n'y avait pas d'enjeu, on était déjà qualifiés. Donc, il se passe ce qui se passe. Malgré tout, je reste cohérent avec qui je suis et je représente. Après le match, je vais, moi, parler aux journalistes en disant, je lève la main, je dis, voilà, ok, j'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. J'en fais très, très peu d'erreurs. Je dis, voilà, c'est vrai que bon, ça fait mal, hein, forcément, mais je dis, mais c'est une erreur qui est sans conséquence. Il faut aller de l'avant. On va quand Mhm. même aller à l'euro. Donc, tu vois. Putain, le lendemain, écoute, déjà à l'aéroport Charles de Gaulle, j'arrive et je vois les gens, ils arrivent avec la première page de l'équipe, Oh. avec ma photo en première page, moi, alors qu'on n'a pas perdu. Truc, moi, tu vois. Et là, je signe le truc et je me dis, oulala. Donc, bref, je rentre chez moi. Ça a été 15 jours. Écoute, ça a été. Mon grand-père maternel m'a appelé en pleurs. Et Oh. c'est pour ça que j'en veux beaucoup parce que ça a touché aussi. Moi, je veux dire, il n'y a pas de problème. J'ai toujours eu les épaules assez larges. Mon grand-père m'a appelé en pleurs. Et je me suis mis quand même, malgré que ça fasse très mal, attention, parce que la critique fait mal. Hein. Ceux qui disent, ouais, on s'en fout, c'est des menteurs.
la critique, quand tu la prends en pleine gueule, ça te Ouais, touche quand même, ouais. plus ou moins, mais ça te touche. C'est vrai que là, on va dire, c'est pas de chance, c'est l'ironie du sort. J'ai envie de te dire, c'est sûrement le destin aussi. La presse française. J'étais le pire gardien de l'histoire du foot français. Plus jamais je devrais être appelé en équipe de France. Mais tu sais, putain, il y a un acharnement alors que tu te dis, putain, si, on va dire, je te fais perdre un match officiel, on va pas à l'Euro à cause de Sébastien Frey. Alors là, c'est normal, et ça, franchement, je me prépare, il faut l'assumer. On perd en finale de Coupe de Monde ou de l'Euro à cause d'une erreur de Sébastien Frey, c'est du pareil au même, je veux dire, tu vois. Donc, c'est vrai que là, je me suis dit, c'est quoi, si je veux encore être performant, il va falloir que je m'isole de tout ça. Et voilà, et ça te résume un peu quel a été mon rapport avec la presse française. Donc après, moi, j'ai avancé avec ça. Moi, je me suis toujours dit, et je l'avais dit à un journaliste qui avait essayé, on va dire, de m'appeler et tu sais, d'essayer de créer une polémique inutile. Je lui dis, tu sais quoi, l'interview, on va s'arrêter là. Je dis, je vois aussi que tu veux en venir. Je lui dis, rappelle-toi bien d'une chose. Vous avez besoin de moi pour vivre, entre guillemets, parce que sans moi ou nous, les joueurs de foot, ben, vous ne pouvez pas écrire de papier. Je dis, moi, sincèrement, nous, on n'a pas besoin de vous. Parce que nous, on a un contrat, on a notre travail, on est focalisé, il y a un club derrière, il y a des structures derrière. Et tu vois, et c'est vrai que quand tu fais la part des choses, après, je me suis dit, c'est quoi, avec la presse française, jusqu'à plus ou moins la fin de ma carrière, j'ai préféré ne plus m'exposer parce que ça m'a permis tu vois, d'être très serein et de continuer à avancer et de continuer à être performant et de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Tu vois. Mais franchement, je trouve ça très dommage. Parce qu'en fin de compte, Sébastien Frey, qui ça a été sa carrière? Ça a été un Français qui a représenté son pays à l'étranger avec beaucoup de fierté, Mhm. beaucoup d'humilité et je pense quand même avoir le drapeau français à un moment donné, l'avoir porté vraiment haut et fort. Parce que quand on te considère un des meilleurs en Europe, ben, quand tu vois Sébastien Frey, tu regardes le drapeau, sa nationalité, les Français, quoi. Et ça en France, on l'a jamais mis en avant. Mais est-ce que tu crois, on va revenir sur les épisodes que tu as abordés là petit à petit, parce que j'ai des questions quand même concernant chacun de ces épisodes-là. Est-ce que tu crois que le fait d'être parti si jeune de France a joué un rôle dans la perception que les gens avaient de toi? Parce que, bon alors, il y a des contre-exemples, hein, parce que je pense à Amir Nasri, par exemple, qui est parti quand même relativement tard comparé à toi à l'étranger. Il a subi aussi ce même genre de lynchage médiatique, etc., un peu comme Jérémy Ménez et toute cette génération-là. Mais toi, contrairement à eux, on avait du mal à te mettre l'étiquette de fouteur de merde. Tu vois, on avait du mal à dire que c'était un gars qui avait des embrouilles, on avait du mal à dire que c'était un mec qui était ingérable dans les médias, dans le vestiaire, pardon, ou dans un groupe. C'est quand même bizarre d'avoir juste pointé du doigt un mec et dit, lui, on va le détruire. Je n'arrive pas à comprendre, moi, cette approche un peu arbitraire là. Est-ce que toi, il y a eu un épisode, que ce soit avec un journaliste ou autre, qui a déclenché quelque chose ou pas? Une mauvaise déclaration, un mec que tu as recalé. Est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas? Alors écoute, je pense que, alors tout a commencé. Alors après, c'est pas ça parce que la carrière était quand même très longue. Je vais t'expliquer. Tout a commencé donc saison 97-98. Donc les circonstances font que je me retrouve à 17 ans titulaire en première division à l'ESCAN. Donc Ouais, forcément, c'est un rêve qui se réalise. En plus, tu commences dans ton club format. Franchement, c'est c'est beau. et je suis très fier de ça parce que c'est la façon de remercier mon club formateur aussi et de leur montrer, Ouais, voilà, ouais. là, je vous rends ce que vous m'avez transmis, vous m'avez donné pendant des années, tu vois. Donc, je suis, on va dire, un jeune, on va dire, un petit peu la nouvelle génération, un jeune enfant prodige. Un an avant, ça se passe un peu avec Landreau, qui commence lui Ouais. aussi en première division. Tu vois, donc on fait partie un peu de cette génération. Voilà, 17 ans, joue en pro. Surtout qu'à l'époque, c'était quand même très rare. Hein. C'était très, très rare. Bref, Mhm. on arrive pratiquement à mi-saison. Donc, c'était, je crois, vers octobre, novembre. Ouais. Donc, moi, le club vient me voir et ils me disent, voilà, Seb, on a un problème. Il y a un trou de 15 millions de francs. Mhm. Et on ne passera pas la DNCG si on n'a pas ces 15 millions de francs. C'est-à-dire que à mi-saison, en fait, le club, il meurt, quoi. Donc, ils me disent, écoute, tu fais partie on était deux ou trois, tu fais partie des joueurs qui peuvent nous sauver. Donc, en gros, ils me disent, vas-y, toutes les offres que tu as, vas-y, essaie de ramener 15 millions. OK, Ok. ben, je lui dis.
Et, on va essayer, je vais essayer. Moi, mon objectif, c'était essayer de faire en sorte, parce que j'y suis arrivé, de sauver mon club formateur. C'est déjà une grosse responsabilité qu'on te met sur les épaules quand on te dit va trouver une offre à 15 millions. Exactement, exactement. Donc, voilà, parmi les clubs les plus concrètement intéressés, donc l'Inter de Milan, il y avait un autre club italien, dont je me souviens plus le nom, je voudrais pas te dire de bêtises, mais à la fin, il s'est rien passé, Ouais. et l'Olympique de Marseille. C'est beau quand même, Wow, wow. c'est Ok, beau. ok. Et donc, étant mineur à l'époque, donc l'entraîneur de la saison 97-98 de l'Olympique de Marseille me donne un rendez-vous. Ouais, Donc, je suis mineur, donc mon père est obligé de m'accompagner parce que j'ai pas le droit de signer de papier, bien sûr. tu vois. Donc, mon père a assisté à toute, on va dire, à toute cette période-là. On en rigole encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, donc j'ai une très belle discussion avec l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, en gros, qui me dit que il finit la saison et puis il veut se séparer de Andreas Kopke, qui était le gardien. OK. Ok, Et donc, il me verrait bien l'après Kopke, voilà, Marseille c'est beau. voilà, pour jouer. C'est Oh, vrai, c'est vrai qu'à 17 ans, tu te prends ça dans la gueule. Tu dis c'est dur à franchement, gérer. franchement, c'est beau, quoi. Et j'étais là, monsieur, tu vois. Et je dis à l'entraîneur, je dis, écoutez, alors, je vous dis forcément pas non. Par contre, je dis voilà, avec mon agent, on a pris des autres rendez-vous, donc je dois partir la semaine d'après à Milan. J'ai un rendez-vous avec l'Inter de Milan. Ah, ok. Puis je lui dis dès que je rentre, on fait le point. Et puis voilà, quoi. Mais franchement, je sors de ce truc avec un sourire comme ça, quoi. Parce qu'à l'époque, en France, objectivement, je veux dire, tu avais l'Olympique de Marseille, tu avais Paris Saint-Germain, quoi. Je veux dire, c'était les deux têtes d'affiche. Puis c'est vrai que moi, étant du Sud, allez, on va dire, c'est vrai que ça aurait peut-être penché à l'époque plus pour l'Olympique de Marseille, ce Bah, qui est bien normal. sûr, bien sûr. Je pars à Milan, donc je pars à Milan. Je vis quelque chose d'incroyable. Le club m'invite pendant le quart de finale de Coupe UEFA Inter-Strasbourg, d'ailleurs, club français. Ok. Donc moi, j'arrive la première fois, je découvre San Siro. Plus de 80 000 personnes au stade. En France, ça n'existait pas, ça. Non. Déjà, je me dis, mais comment c'est possible qu'un stade puisse remplir autant de... Non, mais je te jure. Et puis, tu sais, de l'extérieur, on dirait un vaisseau spatial San Siro. Tu as vu avec les colonnes Oui, c'est vrai, c'est vrai. et le soir qui s'allume. Alors déjà, voilà, et puis en plus en compétition européenne, bref, j'arrive. Ah, c'est beau. Ils ont cette façon, l'italien, ils te mettent vraiment à l'aise. Donc, on m'offre la parka avec mon père du club. On rentre dans le match, on s'assoit et on me fait m'asseoir à côté du président, Massimo Moratti. Donc, tous les gens se retournent et ils se disent, mais qui c'est, quoi? Tu vois? Ils se disent qui c'est. C'est beaucoup de, les gens, ils comprennent pas. Tu vois? Donc, jusque-là, regarde le match. Fini le match, l'Inter gagne 2-0, je crois. Et donc, ils me font descendre dans le vestiaire. Et je pense qu'ils ont été très forts. Ah ouais. Là, il y a Ronaldo qui sort du vestiaire et je ne sais pas ce qu'il me dit parce que je ne parlais pas italien. Il m'offre son maillot que je t'ai montré tout à l'heure. Oh là là. Ok. Donc déjà, moi, je repars avec ça, le maillot de Ronaldo. Ok. Bref. Et Yuri Djorkaeff, Mhm. il sort du vestiaire et il me dit, ça va mon petit et tout. Ouais. Putain, monsieur Djorkaeff, il me dit, non, non, déjà, c'est Yuri. Truc et il me dit putain, je suis content, ça me fait plaisir que l'année prochaine tu sois des nôtres. Et moi ça fait rigoler parce que je lui dis mais Yuri, j'ai pas encore signé quoi, j'ai pas encore parlé contrat, rien du tout. Il me dit si je sais que l'année prochaine tu seras avec nous, tout va bien se passer, tu vas voir, c'est un des plus grands clubs au monde. Et alors moi le soir je repars avec ça. Imagine-toi rentrer avec mon père à l'hôtel, impossible de dormir. Hmm. L'émotion fait que Ronaldo il vient, il te donne le maillot. Yuri te dit c'est bon t'es à la maison. Paliuka le gardien est venu, il m'a tapé un check. Ah ouais, c'est Moi, beau ça. je rentre avec ça. Et donc, le lendemain matin, on a rendez-vous avec mon agent, mon père, au siège de l'Inter. Donc, on arrive, on rentre. Je crois que la négociation, elle a duré, allez, je vais te dire, si elle a duré 10 minutes, entre le temps de préparer les papiers et tout. Bref, Sandro Mazzola, donc légende du football italien, c'était le directeur de l'Inter. Il parlait un peu français en plus, la classe. Voilà, ça va, petit, Il me dit alors, la situation, expliquez-moi. On explique, on dit voilà, voilà, nous, on est là parce que vous m'avez appelé, machin, très fier, très merci pour hier. Voilà. Je dis voilà, moi je suis là en fait parce que mon club a besoin de 15 millions de francs parce que sinon il passe pas à la DNCG et le club va couler. C'est mon club formateur, ça me tient à cœur.
Donc, et il me dit combien? Eh ben, je lui dis, il manque 15 millions de francs, quoi. Il prend la calculette, tu sais, il met ça en lire. Mhm. Bah ouais. Je lui dis, OK, OK, voilà. Donc, et je ne parle pas encore de contrat personnel, pas de moi. Mais il me dit, attends, 2 minutes, je reviens. Donc, il va derrière les bureaux, c'est les vrais bureaux, la comptabilité, tout ça. Il revient au bout de 2 minutes avec un papier à signer et un chèque de banque. Et il me dit, voilà, petit, voilà, ça, si tu signes avec nous, tu repars avec ça et tu donnes ça à ton club. En gros, le mec, il me dit, tu signes chez moi, ton club est sauvé. Mais ça a pris. Ah Non, mais ouais. franchement, tu vois, donc moi, déjà, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce club, quoi. Et donc, voilà, donc moi, super content. Donc, ce que je regarde mes agents, je regarde mon père. On se dit, en fait, si on ne signe pas ce papier-là, on est des fous, quoi. Donc, moi, super, je signe le papier, puis après, donc, il m'explique, il me dit, voilà, petit, on a vu, je t'ai suivi toute l'année. Il m'a envoyé des observateurs. Pour moi, tu es un gamin qui a un potentiel énorme. Et moi, je pense que tu deviendras un très grand gardien. Tu deviens très grand gardien si tu signes chez nous. Et il m'explique pourquoi. Il m'explique l'entraîneur des gardiens travaille avec Gianluca Pagliuca, international, qui, je veux dire, c'était un monstre, le mec. Et c'est vrai que ça aussi, je te dis, dans la prise de conscience, à aucun moment, jusqu'à la fin, on parle d'argent, quoi. Ah, ça c'est important, parce qu'en fait, le seul moment où vous parlez d'argent, c'est pour sauver ton club, c'est pour l'offre de 15 millions à faire Exactement. à... Puis après, il me propose un contrat de 5 ans. On transmet les calculs, machin. Pour te dire, la proposition qu'ils m'ont faite, j'ai pas dit je vais réfléchir, je vais faire une contre-proposition. Ils m'ont dit voilà, nous on voit le projet comme ça pour toi, contrat de 5 ans, attends. J'ai dit OK. Tu vois, donc moi je repars donc d'Italie, mais je suis le plus heureux du monde. Je vais Mhm. intégrer un des plus grands clubs au monde avec les meilleurs joueurs au monde. Je sauve mon club formateur, donc moi je rentre à Cannes avec ça. Pam, super content. Et donc, à l'époque, titulaire en pro, en première division, donc titulaire Wow. indiscutable. Et ça se passe en plus très, très bien. Je suis quand même performant. Donc, je rentre et je vois que je donne ça au directeur général. Je dis, voilà, moi, super. Et je vois que le mec, en gros, il me dit, ouais, c'est bien, petit truc, machin. Il me dit, mais t'as signé? Ah, je dis, oui, j'ai signé. J'ai signé. C'était la condition. Je ne vous aurais pas ramené l'argent sinon. Donc, j'ai signé à l'Inter de Milan. Sachez que l'année prochaine, moi, la saison se termine. Je pars à l'Inter de Milan. Par contre, vous, l'année prochaine, le club financièrement peut repartir. OK. Et je vois que, tu vois, ça coince un peu. Oh, tu me crois, le week-end d'après, on me renvoie jouer en moins de 17 nationaux. Oh, lunaire. Et là, Pourquoi? franchement, à 17 ans, j'ai le monde qui s'effondre un peu parce que, en fait, tu comprends pas le milieu du foot, ce côté-là du milieu de foot. Tu es un gamin, ton rêve, c'est de jouer en pro. Bah oui, évidemment. Et en fait, tu découvres Évidemment. tout ce qu'il y a en dessous. Et là, pareil, je reprends une claque dans la gueule, je comprends pas. Je dis, putain, on me demande de sauver mon club, je le sauve. Je suis en pro, je suis performant. Il n'y a pas de raison. Et donc là, pareil, tu vois, c'est un coup dur. On ne me donne pas d'explication. On me dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, je suis dans ma chambre. Ça m'est arrivé de pleurer. J'ai mon entraîneur des moins de 17 nationaux. Il avait compris le truc. Il est venu me parler. Il a été Michel Trouin. Parce que je tiens à le citer parce que lui a été à ce moment-là très important. Tu vois, il a joué le rôle du grand frère. Ouais. Et il m'a expliqué ce qu'est le football et le football au haut niveau et à quoi il fallait que je m'attende dans le futur, quoi. Donc, il m'a un peu préparé, tu vois. Et tu comprends pas, en fait. Voilà. Après, j'ai compris. Donc, voilà, j'ai compris que le directeur général, bah, on va dire, c'était un des hommes de confiance de l'entraîneur olympique de Marseille, tu vois. Et donc, en gros, je comprends le jeu, c'est-à-dire que, en gros, je signe pas l'Olympique de Marseille, c'est Ouais. pas normal. Et donc, on a essayé de me le faire payer à travers ça, tu vois. Ah, donc le directeur technique de l'AS Cannes, il Le, était dir- le pote, directeur général, directeur général de l'AS Cannes, il était pote avec avec l'entraîneur de l'OM de l'époque. C'est ça? exactement. Et Exactement. il te fait payer. Ah, c'est incroyable. Exactement. Donc, c'est vrai que ça, déjà, tu vois, ça te balance dans le grand Ah bain. ouais, c'est dur, c'est Putain, dur. mais le foot, ça va. Et donc, c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir un peu les yeux. Donc, après, au bout de 3 matchs, en fait, et ça, c'était magnifique parce que moi, en fait, quand je suis qui? Je suis un gamin de 17 ans. C'est tous les joueurs d'expérience sont allés voir l'entraîneur, qui à l'époque était entraîneur-joueur, Adi Cote. Ils sont allés le voir, ils lui ont dit si tu veux qu'on ait une chance de se sauver, tu remets le petit dans les buts parce que sinon, tu sais quoi, fais jouer les jeunes, la réserve, nous, ça sert à rien, on se sauvera pas. Tu vois, donc au bout de 3 matchs, je suis réintégré, je finis la saison. Mais c'est vrai que psychologiquement, tu en prends un coup, quoi. Tu vois.
Et il a fallu Ouais. petit à petit que je fasse la part des choses. Et en fin de compte, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que j'essaie de rester performant et concentré pour me préparer pour la saison prochaine, pour arriver à l'Inter de Milan, on va dire déjà prêt pour être à disposition, pas pour jouer, hein, mais au moins être à disposition, tu vois. Hmm. Mais c'est vrai que c'est le premier moment très compliqué, très dur de ma carrière, tu vois. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Cette histoire, elle est folle. Elle est folle et puis elle est dure parce que je me remets dans tes bottes à toi, un gamin de 17 ans qui vit son rêve et qui réalise enfin son rêve et qui finalement le voit malmené par des gens qui froidement se vengent comme ça sur toi. C'est dur. C'est dur. Mais il faut avoir conscience de ça dans le monde du foot. Mais c'est dur. C'est dur. Mais après, tu vois, et je pense que les 2, 3 années qu'on suivi, ça m'a suivi, c'est un peu, tu vois. Je pense Ouais. qu'il y a eu un peu, alors très peu, hein, parce que moi j'arrive à l'Inter, la première année, je joue pas, mais ça faisait partie du projet, c'est normal. Et malgré tout, j'arrive à faire 10 matchs Ouais. avec C'est ce que l'Inter de j'allais dire. Milan, de C'est ce que Ronaldo, j'allais dire. Baggio, Djorkaeff, Simeone. Les opportunités, je les ai eues, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Tu sais que je suis le gardien étranger de l'Inter de Milan, le plus jeune de l'histoire du club à avoir joué. Ouais, c'est fort. C'est beau Ouais, quand même. c'est fort. C'est beau quand Ce que j'allais dire, parce que quand même, à mettre les gants dans des matchs officiels quand t'es et jeune gardien et étranger, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque ou qui suivaient pas le foot ou qui l'ont oublié, il y a quand même une école des gardiens et le championnat d'Italie est quand même le plus fort d'Europe à ce moment-là. Donc, arriver de l'extérieur avec l'école des gardiens qui a là-bas et s'imposer, c'est quand même costaud. Quand même très costaud. Donc, même. C'est bravo, ma- monsieur. c'est magnifique parce qu'en plus, vraiment, je te confirme que l'école gardien de but, ça a été simplement extraordinaire. La différence entre l'école italienne et la française, qui était quand même très bonne, en Italie, on m'a appris le souci du détail. Hmm. Tu vois, que les détails font la Hmm. différence pendant les matchs. Donc, tu allais travailler des trucs super minutieux et sur le coup, tu te dis, mais ça sert à rien. Et on me disait, ça va rien te servir pendant 10 matchs. Et il y a un match où tu vas me remercier. Tu vas me dire, on a travaillé ça et regarde, ça va te sortir de cette. Tu vois, et ça m'a énormément plu. Puis après, franchement, on va pas se voiler la face. J'arrive à 18 ans à l'Inter de Milan, de m'entraîner tous les jours Bah ouais, avec bien sûr. Ronaldo, Yuri, Roberto Baggio, Simi, enfin, si je te fais la liste, Ouais, c'est vrai. rien que les entraînements, pour te dire, le mood, c'était compétition, le match, quoi. Parce que Hmm. quand tu arrivais à la période du jeu, je veux dire, mais tout le monde voulait gagner, quoi. Mais c'était un truc de malade. C'est pas le jeu, c'est la partie finale entraînement, on s'amuse. Ah non, 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 nous, il fallait gagner le jeu. Et tu vois, ça aussi, psychologiquement, ça m'a énormément apporté le fait de se dire, toujours jouer pour la gagne. Alors Ouais, que tu y arrives ou pas, c'est autre chose, mais ouais. toujours jouer pour la gagne. Et ça a été un peu cette mentalité que je me suis forgée grâce à tous ces joueurs, à tous ces. Benoît Coé aussi, tu vois, était très important. Parce que moi, alors, écoute, c'est marrant, j'arrive en Italie, je ne parle pas un mot italien. Mais je ne parle pas un mot italien, tu vois. Donc Benoît Coé, il est arrivé. Et moi, l'année où j'arrive, tu as Papus Camara qui est avec moi, Hmm. Ousmane Dabo et Mika Silvestre. Donc on est les Ouais. quatre dans le même mood, tu vois. Et les autres étaient à la Coupe du Monde. Hein. Et nous, on fait la préparation. Mais quand je te dis à la rue, de chez à la rue, tu vois. Et Benoît était toujours à côté de nous, nous a toujours traduit, nous a aidés. Jusqu'à ce qu'on rentre du stage. On arrive sans entraînement à l'Inter. Donc, on a chacun nos chambres et tout, et le téléphone sonne. Voilà, et on nous dit, voilà, venez dans la salle de réunion. Donc moi, j'arrive, je pensais que c'était pour moi, on était tous les quatre. Ils ont été très clairs avec ça, a duré mais 5 minutes. Il a dit, voilà, donc on va être très clair avec vous. Est-ce que vous voulez un jour porter le maillot de l'Inter et jouer, défendre les couleurs de l'Inter? Ah, tu penses, ah oui, 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 oui. Tant que vous ne parlez pas italien, vous ne comprenez pas tous les termes au moins sportifs en italien, ben, vous n'aurez jamais cette opportunité. Donc, plus tôt vous apprenez, plus tôt vous aurez l'opportunité. Ah ouais. Je pense en un mois et demi, même pas, on comprenait tous les. Mais les quatre, hein, il n'y a pas que moi, les quatre, on comprenait tous les termes et on commençait à parler assez bien italien. Tu vois, quand on parle de force d'institution, aujourd'hui, on entend ça à tort et à travers. On a même un peu perdu la notion de cette expression-là. Mais instaurer et inculquer la force d'une institution, c'est aussi ça. C'est aussi Moi, mettre des règles tu vois, importantes. je pense, tu vois, pour revenir au football d'aujourd'hui, le petit. Tu vois, moi, je reprends une citation d'Ibrahimovic, qui pour moi, le mec, il a tout compris.
tu vois. Et il y a quelques années, il avait fait, bon, je peux citer, il avait fait un super documentaire réalisé par Olivier Dacour, Ah qui oui. est, voilà, c'est quelqu'un que j'adore, Olive, qui a eu un super vécu, super carrière et qui combat lui aussi énormément Le les racisme droits de l'homme, le notamment. racisme, tu vois. Donc, Olive a tout mon respect et franchement, ce qu'il a fait, c'est super. Et Ibra Ouais. avait dit, faut faire attention dans les clubs, faut jamais que le joueur soit au-dessus de l'institution. Ah, il parlait de Mbappé notamment quand il disait ça. Alors, il parlait de Kylian pour d'autres raisons, tu vois, mais là, j'en reviens, tu vois, moi, je me suis toujours dit, par exemple, bah, si demain j'allais jouer en Espagne, ben, c'est une forme de respect. Il faut que j'apprenne à parler espagnol. Si je Ouais, je vais suis jouer en d'accord. Allemagne, tu vois, et je vois aujourd'hui beaucoup de joueurs qui ne font pas les efforts. Il y a un traducteur, ça parle anglais ou la langue propre, mais il n'y a pas cet effort de dire j'arrive en France. Et ben, au moins un effort, quoi. Je veux parler français. C'est normal Mm. parce qu'il faut Mm. communiquer avec les coéquipiers, tu vois. Ça, aujourd'hui, c'est un peu le bémol, tu vois. Et je me dis, punaise, mais l'institution devrait être un peu plus rigide et stricte par rapport à ça. Il y en a beaucoup, il y en a, pour en avoir reçu, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait cet effort. Je pense à Kevin Trapp, je pense à Edinson Cavani, je pense à. Il y en a beaucoup, hein, Sirigu, il y en a beaucoup qui sont venus. Mais c'est vrai, quand on parle de grosses stars, ça devient compliqué pour eux d'apprendre la langue. Alors que je pense que par exemple, un Neymar qui est arrivé en Espagne a appris la langue espagnole parce qu'il a voulu s'intégrer, parce qu'il a voulu apprendre et qu'il a voulu que ça se passe bien. Donc c'est vrai qu'il y a Exactement. un souci par rapport à ça. Il y a un Exactement. souci par rapport à ça. Bon, on a parlé de ton arrivée et des conditions de ton arrivée à l'Inter, c'était déjà costaud. On va faire un saut dans le temps, mais t'as quand même, alors on a dit, il y a les 10 apparitions dans ta première saison qui sont déjà, c'est déjà costaud. Il y a des prêts si je dis pas de bêtises, il y a l'Hellas Vérone et Parme ensuite, avant que tu partes définitivement à Parme. Non, d'abord, j'ai fait une saison à Vérone et je reviens titulaire à l'Inter. Et tu reviens à l'Inter, c'est vrai. Autant pour moi. Est-ce que, à ce moment-là, tu sens que déjà l'équipe de France aurait dû taper à la porte, ne l'a pas fait? Est-ce que tu sens qu'il y a un malaise déjà qui se met ou pas du tout? Écoute, il y a déjà un malaise parce que cette période-là, je suis en équipe de France Esport. Mhm. Tu vois? Donc après, il ne faut pas. Excuse-moi la vulgarité, il ne faut pas péter plus haut que son cul. Moi, je savais qu'il y avait un cursus. Je sais que ben, tu as juste à regarder au-dessus. Et tu sais très bien qu'il y a des gardiens qui sont en place, il y a des gardiens ben, qui sont super performants. Notamment Donc Fabien déjà, Barthez. faire partie des espoirs, c'était déjà bien, tu vois. Et déjà là, on va dire, mon parcours en espoir a été très, très compliqué, en fait. Et ça a été la première vraie cassure avec l'équipe de France. Parce que, donc voilà, je suis appelé en espoir. Donc en espoir, on va dire, je suis moi et Landreau. Oui. OK? Pardon, Landreau et moi. Et donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il était en espoir avant moi. Donc, c'est normal que, je veux dire, on faisait un match amical, on en faisait un chacun, tu vois, bah, bah, bah. Et il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est un an plus vieux que moi. Il était là avant moi. Donc, tu vois, juste, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Je reviens titulaire à l'Inter de Milan. Déjà, je vois que les situations en espoir deviennent compliquées parce que nous, en Italie, on jouait le dimanche. Souvent, le championnat, c'était le dimanche à 15 heures. Et en France, tu jouais le samedi soir. OK? Mm. Ouais. Donc, le sélectionneur faisait en sorte de mettre le rendez-vous, on va dire, le dimanche avant midi. Mhm. Donc, effectivement, la première fois, et avec moi, je veux dire, qui peut te le témoigner, hein, il y avait Stéphane Dalma. Ouais. Steph qui me rejoint à l'Inter. Donc Ouais. voilà, donc on fait partie du groupe Espoir. Donc on se déplace. Il faut savoir que cette année-là, donc on est Steph et moi en équipe de France Espoir et Laurent Blanc en équipe de France A. Ouais. Voilà, donc on partait plus ou moins, sauf que Laurent, ben, lui, il n'y avait pas de problème, tu vois. Et nous, en fait, ce qui se passe à deux, trois reprises, euh, on nous oblige à être le dimanche avant midi, ouais, avant midi ou avant 15 heures à Clairefontaine. Ouais. Donc, la première fois, on y va, on loupe le match avec l'Inter de Milan, titulaire, parce que lui et moi, on était titulaires. Donc, on arrive là-bas en espoir et on ne joue pas en espoir. Donc, déjà, tu te dis, punaise, enfin, je veux dire, hein, la deuxième fois, pareil, on reçoit la convocation similaire.
Mhm. Et c'est vrai qu'on fait un peu la gueule, quoi. Et du coup, on essaie de faire intervenir Laurent Blanc. Donc Lolo, il essaye truc et il dit, les gars, j'ai essayé, c'est pas possible, quoi. Le sélectionneur, je veux dire, c'est comme ça. S'il veut vous faire chier, ben, il vous fait chier. Voilà, en fin de compte, il n'y a pas de. Tu vois, donc déjà, tu dis, ah, bon. La deuxième fois, ça se passe pareil. Donc la troisième fois, on sait qu'on s'approche. Tu vois, je pense que dans pas très longtemps, tu as l'Euro des espoirs. Donc, pareil, la troisième fois, donc moi, la troisième fois, j'en parle à mon club et le président Moratti, je dis voilà, président, je dis franchement, parce que le club commençait à faire la gueule un peu. Bah oui, je comprends. Que déjà, en plus, ils te voient partir et tu loupes un match, encore si tu te dis, tu joues, mais on jouait même pas en espoir, donc il y avait double peine, double sanction, tu vois. Donc, la troisième fois, le président, il dit écoutez, moi, s'il y a un problème après le match, je vous demandez à la Fédé. Je vous mets mon jet privé à disposition et vous partez directement à Paris avec mon jet privé. Je veux dire, mieux que ça. Ok. Euh, voilà, donc pareil, refusé. Donc voilà, et donc là, à partir de là, voilà, moi après le match, c'était je me souviens plus, dans le nord de la France, tu vois. Donc c'est vrai que ce match-là, je fais un peu je suis sur le banc, je fais un peu la gueule. Et donc après le match, je suis encore habillé, tu sais, en footballeur, et je demande, je vais voir le sélectionneur, je dis, est-ce que je peux vous parler est-ce que je peux vous parler? Et donc, lui, je pense qu'il comprend. Il me dit, écoute, va te doucher, t'attends dehors du vestiaire et on se met dans un coin et on parle, toi et moi. Donc, c'est ce qui se passe, je me douche assez rapidement. Et il m'attend, effectivement. Donc, on se met dans un coin, il me dit, je t'écoute. Ah, je lui dis, écoutez, j'aimerais bien comprendre un peu la situation parce que, en fait, voilà quoi. Je loupe des matchs avec mon club. Donc, vous me mettez en difficulté avec mon club et c'est pas n'importe quel club. Et je viens en espoir et j'ai pas de considération en espoir non plus. Donc, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, par rapport à ça, c'est mes choix, mais ce qui est normal, j'ai pas à me justifier. Je dis, mais je vous demande pas de vous justifier, je vous demande de m'expliquer. Je veux dire, ça vous coûte quoi qu'on arrive, on va dire, même le soir, vu que le dimanche, il n'y avait rien, c'était juste un rassemblement. Nous, ça Ouais. commençait le jour d'après, l'entraînement, Ouais. le programme, tu vois. Et il me dit, de toute façon, c'est le règlement, c'est comme ça. Si vous ne vous pointez pas à l'heure, je peux vous disqualifier. Oui, non, mais ça, on est tous d'accord, j'ai compris. Je dis, mais vous trouvez ça normal? Il me dit, écoute, moi, déjà que vous jouiez en Italie, moi, les Italiens, j'aime pas. Donc, déjà que vous jouiez en Italie, ben, ça me plaît pas. Et puis voilà. Et il va loin. À un moment donné, il me dit, ben, moi, à la limite, même si j'ai envie de, à travers vous, faire des crasses, leur dit un peu plus politiquement correct aux Italiens, ben, je le fais, quoi. Et moi, quand il me dit ça, je dis, OK, c'est bon, c'est clair. Au moins, je dis, ça a le mérite d'être clair, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, à partir de là, je me dis, ça va être compliqué, tu vois. Ça va être compliqué. Puis, on en arrive la semaine avant de commencer l'Euro. On part en Bretagne faire une mise au vert qui a été extraordinaire. Extraordinaire. Et avant de ça, on a fait presque un mois à Clairefontaine. Tu sais qu'à l'époque, on partait Ouais. en mise Ouais. au vert très longtemps, quoi. Un mois à Clairefontaine, c'est chaud quand même, Ouais, hein. c'est long. Ouais, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose, hein. C'est vrai que Clairefontaine, c'est mort autant. Ah, Mais bon. là, vraiment, tu te dis, il faut vraiment que penser foot. Puis à l'époque, pas de PlayStation. Ouais, Attention, ouais, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bref, on fait la préparation. C'est vrai que je vois beaucoup plus de considération vis-à-vis de moi. Je fais les coups de pied arrêtés. Je suis un peu dans l'équipe type, tu vois. Et je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer, tu vois. Et donc, moi, les kinés qui étaient en espoir, c'est des kinés qui m'ont suivi un peu depuis l'équipe de France Jeune, tu vois. Donc, j'en connaissais un ou deux trucs. Et on en arrive à un soir où le kiné, il tape dans ma chambre, il dit, c'est bien, je viens te masser, machin, truc. Mais je veux dire, tu voulais te faire masser, tu allais dans la salle de massage en général, tu vois. Et il me dit, écoute, Seb, franchement, tu sais, style, je t'ai rien dit, mais on a eu une discussion ce soir à table, tout le staff. Ouais. Et le sélectionneur pose la question, il dit, aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'ai un gardien qui joue dans le championnat de France et Ouais. aujourd'hui, j'ai le gardien titulaire de l'Inter de Milan. Tu vois, en gros, il pose une question où c'est qu'il se répond lui-même et forcément, ben, les gens qui sont autour de lui, je pense ils répondent de la même façon que lui pensait. Tu vois, et c'est vrai qu'à partir de là, je vois que ça change, truc. Et moi, le kiné me fait cette confidence, donc intérieurement, je suis quand même satisfait entre guillemets parce que je me dis bon, toute la crasse que j'ai eue avant, en fait, je vais peut-être quand même être récompensé, tu vois. Et on arrive, on arrive la veille de partir pour l'Euro. On est en Bretagne.
Mhm. Et donc le soir, on fait l'entraînement, le soir, truc, bah, 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 bah. Et le lendemain, en fait, réunion avant d'aller faire une marche, qui avait la marée basse, c'est pour s'oxygéner. Il fait la réunion, c'est qu'il annonce le 11 de départ pour l'Euro. Donc moi, franchement, j'arrive à un point où je suis quand même assez confiant et serein, tu vois. Mais je vois que même autour de moi, les joueurs, tu vois, on arrive le matin, on descend. Et moi, je me mettais toujours un peu en retrait, tu vois. Quand il y a les réunions, j'étais plus à l'arrière qu'à l'avant. Ouais. Et donc, voilà, il dit, voilà, donc, on va partir pour l'Euro. Voilà, je vais vous donner le 11 de départ. Et le sélectionneur, en fait, il avait pour habitude il mettait un paperboard blanc, tu vois, et il appelait le joueur, et le joueur se levait, il devait écrire son nom, et puis dire les consignes qu'il avait sur le terrain, tu vois. Bref, on arrive, composition, pam, dans les buts, on part avec Mika. Et c'est vrai que ça, tu sais, tu as beaucoup de joueurs, ils se retournent vers moi pour me dire, mais qu'est-ce que tu as fait cette nuit, en fait? Tu vois? C'est passé, tu vois, bref, et là, je comprends le truc, c'est je dis pas un mot à la réunion, je le prends très mal. Je le prends très mal, je suis très déçu. Je vais être très honnête avec toi, je suis très, très déçu. Donc, bref, ça se finit. Après, on prend et on va marcher. OK? On va marcher à l'époque, il y avait les lecteurs CD, tu sais. Mhm. Donc, je mets mon CD, je mets mon casque et aucun joueur n'ose venir me parler et je me mets même en retrait. Ok. Tu vois, je me mets en retrait parce que je me dis, et les joueurs savaient, de toute façon, ils n'avaient rien à me dire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux qu'on te Qu'est-ce que dise? tu veux dire? C'est le coach qui prend ses décisions et c'est Exactement. lui le boss. Donc, tu vois, je suis en train de marcher en retrait. C'est vrai que ça cogite. Franchement, j'essaie de mettre n'importe quelle musique. Ça Ouais. passe pas, en fait. Ça passe Ouais. pas. Et puis, à un moment donné, tu vois, au bout de 50 mètres, par derrière, tu sais, on me fait ça. Et tu sais, je me retourne et je vois le sélectionneur. Et donc, je comprends que le sélectionneur veut échanger avec moi. Donc, j'éteins le truc, je mets le casque là. Il me dit, attends, attends, laisse partir le groupe devant. On va rester en retrait, toi et moi. Ah, je dis, OK. Et, c'est chaud. Et, et non, mais franchement, et il me regarde, il me dit, alors déçu? Et franchement, je le regarde, je dis, mais d'après vous, je dis, franchement, hein, si ça fait un an que vous me prenez pour un con, en fait. Je dis, franchement, c'est pas correct, quoi. Moi, j'ai jamais rien fait de mal, je suis pas un plante-merde. J'ai toujours été à disposition. On a essayé de faire des efforts pour essayer, rien du tout. Je dis, franchement, c'est pas correct. C'est pas... Et il me dit, ouais, mais tu sais, je peux pas faire ça. Michael était là avant toi. Bah, bah. Oui, mais il n'y a pas de problème, ça. Mais pourquoi me l'avez pas dit avant? Peut-être qu'on trouve une solution avant. Je vous aurais dit, moi, cette situation me va pas. Au moins, vous sélectionnez quelqu'un d'autre. Ou tu vois, tu abordes un dialogue, mais tu as le temps. Là, la veille de partir pour l'Euro. Donc, moi, là, franchement, et puis, tu sais, en gros, le fait de te dire alors déçu, là, c'est monté d'un coup. Et je Ouais, lui dis, écoute, ça fait un peu provocation en plus de dire alors déçu. je vais être très sincère avec vous. Laissez-moi rentrer chez moi. Je lui dis parce que franchement, là, je ne vais pas avoir un bon état d'esprit. Tous ceux qui sont devant, c'est mes potes, c'est mes potos, c'est des mecs qu'on se côtoie. Et j'ai beaucoup de respect pour cette équipe. Et je pense même, je vais vous dire, on fait partie des favoris parce qu'on a une équipe de malades. Mais eux, ils n'ont rien à voir dans ça. Moi, le fait que vous me gardez dans le collectif, je vais pas avoir un bon état d'esprit. C'est pas possible. Je lui dis, laissez-moi rentrer chez moi. Franchement, voilà. Et il me dit, ben ça dépend de moi. C'est moi qui, encore, il me dit, c'est moi qui décide. Je lui dis, mais moi, on est d'accord, ça fait un an que vous me dites que c'est vous qui décidez. Moi, c'est un conseil que je vous donne et c'est pour le bien du collectif, encore une fois. Donc, j'ai dit, je dis, voilà, c'est fini, je remets mon casque et je me casse, tu vois. On finit la causerie, on rentre en chambre, rentre en chambre, moi, j'appelle mon agent, j'appelle l'inter, je dis, voilà, il se passe ça, 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 ça. Je lui dis, essayez de faire le forcing pour me laisser rentrer chez moi, quoi. Je ne peux pas partir à l'Euro comme ça parce que mes coéquipiers ne le méritent pas et je ne veux pas être, tu vois, la pomme moisie à l'intérieur du panier, tu vois. Et c'est pas juste, et je l'ai jamais été. Donc Ouais. voilà. En fin de compte, ils arrivent à trouver, ils arrivent à convaincre. Donc on me laisse, on va dire, les dirigeants viennent me dire, voilà, bon, c'est bon, tu peux repartir. Attends, par contre, parce qu'on est en train, et ils appellent Grégorini à ma place. En Ouais. urgence. Voilà, donc Grégorini va avec Landreau faire l'Euro, tu vois, et puis moi, ils arrivent à me laisser rentrer chez moi. Mais là, je sais que après cet épisode-là, mon parcours en équipe de France Esport est terminé, tu vois. Donc, je fais une croix dessus, on est tous d'accord. Donc, pour moi, après, c'est mort. Puis après, je me dis, malgré tout, parce que j'ai Aimé Jacquet qui m'a appelé aussi. Ok. Et c'est vrai que tu dis, waouh. Et il me dit, Seb, c'est Aimé Jacquet. Oh, j'ai putain, coach. Là, c'est différent, tu vois. Là, c'est. Ouais, là, c'est le Graal, on n'en parle plus là. Attention, ces années-là, c'était vraiment l'institution, tu vois. Et il me dit, alors, dis-moi,
qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique un peu. Je lui explique, je dis, voilà, sachez que moi, porter mon équipe de France, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, mais arriver à tout le monde. Tu vois. Je dis, mais dans ces conditions, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, je lui explique et il me dit, OK, je prends acte du truc. Mais tu vois, il a été très gentil, mais Jackie, avec moi. Donc, après raccroche, mais moi, dans ma tête, je me dis, mais Jackie m'appelle. Il veut savoir, il sait la vérité, ce qui s'est passé. Je me dis, c'est mort, quoi. Et c'est pour ça qu'après, à partir de la deuxième année de Parme, malgré tout, je reçois des papiers comme quoi je suis présélectionné, tu vois. Mais je suis jamais sélectionné. Parce qu'à Parme, à l'époque, tu avais quand même Sabri Lamouchi, Bah, Alain c'était une équipe de Bossian, fous, hein. Joe Mikou. Tu Tu prends la avais suite de Buffon? exactement. Ben, c'est-à-dire que l'année où part Gigi à la Juve, moi j'arrive à Ouais, Parme. exactement. Donc voilà. Donc après, pour parler équipe de France, ma première sélection, elle est le 17 novembre 2004, France-Pologne, au Stade de France. Donc, tu vois, bon, ça a été 2004, mais je reviens, franchement. Alors, je reviens, c'est magique parce que quand tu appelles l'équipe de France A, c'est plus pareil, quoi. Là, vraiment, enfin, surtout qu'on fait partie des meilleures nations au monde. Je veux dire, porter le maillot de l'équipe de France, il est costaud ce maillot quand même, il est lourd à Mm. porter, quoi. C'est magnifique. Et voilà. Et qui c'est le sélectionneur? C'est le même sélectionneur que j'avais en espoir. Inconsciemment, malgré la joie que j'ai, Bah inconsciemment, oui. je me dis, Bah oui. ça va être compliqué quand même, tu vois. Ça va être compliqué. Et puis, Finalement, dans ton malheur de la blessure de 2006, qui fait quand même que t'es plus éligible vraiment pour aller au mondial, euh, t'as pas essuyé un affront qui pourrait être un peu comme celui que t'as connu pour l'Euro avec les espoirs, parce qu'il est capable de faire ce genre de choses. Il l'a fait à d'autres. Je pense que les témoignages qui se sont enchaînés même dans cette émission montrent que le monsieur a un certain goût pour l'effet d'annonce. Euh, mais du coup, au moins, le gros épisode compliqué de ta blessure t'évite cet affront-là, ouais, quand même. Mais bon, de potentiel. l'autre côté, je reste quand même très performant. Ouais, Et franchement, moi, dans ma tête, en 2006, parce que je me pète le genou en janvier. ouais, Dans ma tête, je me dis, je vais y aller, quoi. Parce que je ouais. suis très performant. La Fiorentina, ça se passe très bien. Mm. On parle beaucoup de moi. Ouais, Je signe avec le sponsor de l'équipe de France un très gros contrat. ouais. Tu vois, il y a tout qui est en train de s'encastrer, tu vois. Donc, je me dis, et puis c'est vrai que ça, c'est. Et puis, franchement, cette blessure, bon, Elle est dure. après, avec le temps, tu vois, ça m'a apporté beaucoup de choses positives, mais elle me fait chier, quoi, parce que là, en plus, là, tu imagines l'ironie du sort. On est en finale contre l'Italie. L'Italie, les trois quarts, c'est des potes. On arrive au penalty. Moi, c'est des penalties que les joueurs, je les côtoie le week-end. J'aurais sûrement pu donner un coup de main à Fabien. Alors, Ouais. je ne dis pas que grâce à moi, on gagne la Coupe du Monde. Non, non, mais Loin j'entends ce que de me tu veux dire. permettrait jamais. Mais tu vois des petits détails. Tu es présent sur le moment et tu peux apporter quelque chose, tu vois. Et Ouais. puis surtout, vivre une Coupe du Monde, quoi. Aussi, parce que même si tu n'es pas titulaire, être dans le groupe Ah non, dans non, ce mais moi, groupe-là avec tes potes. moi, les gens qui disent ouais, il n'a pas joué, il n'a pas gagné. Mais vous êtes malade ou quoi? Tu fais partie d'un groupe, d'un collectif, que tu joues pas à un moment donné, tu as apporté quelque chose, tu as Ouais, apporté un soutien. ouais. Le joueur avait besoin d'un gardien pour tirer au but. Ben, tu es là, tu es à disposition, tu es en mise au vert au même titre que Oui, oui, les bien autres. sûr, bien sûr, Tu bien vois. sûr. Donc, Ouais, bien sûr. tu es là et voilà, tu fais Oui, partie c'est clair. C'est des clair. De 23. Mais par toute contre, façon, comme tu... tu me dis épisode, à l'Euro 2008, il y a eu un épisode aussi. On part. Ah, attends, on va y aller parce que j'ai une question avant ça, parce que tu m'as beaucoup parlé là des espoirs et il y a quand même, alors tu m'as dit quand même, le groupe ne peut trop rien te dire parce que finalement il n'y a pas grand-chose à dire dans des situations pareilles, même si c'est tes potes, il n'y a pas grand-chose à dire. Le sélectionneur, bah, je n'ai pas envie de m'étendre dessus, chacun en pense ce qu'il veut. Mais tu as quand même un pote concurrent qui, lui, peut facilement s'identifier à ce que tu vis. C'est-à-dire que s'il se met 2 secondes à ta place, lui, il y va, Landreau. Il y va à l'Euro. Mais si on lui avait annoncé à lui, dans les mêmes conditions qu'à toi, qu'il y allait pas, je pense qu'il aurait eu du mal à le vivre. Ben, alors écoute, regarde, je t'interromps, je sais où tu veux en venir. Et tu sais ce que je vais te dire. Tu sais pourquoi la vie est belle. Et Dis-moi. je vais reprendre allez, tu sais la partie quand Franck qui dit la roue tourne, elle va tourner. Alors Franck, frérot, tu sais que je t'aime comme un fou, je t'adore.
C'est vraiment la famille, tu vois. Non, mais tu vois, c'est pour te mettre en situation et c'est là où je veux en venir, tu vois, parce que avec Landreau, il y a jamais eu de concurrence loyale, en fait. Ça a toujours été très compliqué entre nous. Tu vois, c'est pour ça que, à un moment donné, j'avais trouvé ça presque malsain. Et, et ça, plus ça, tu sais, ça m'a C'est vraiment, quoi, dur. tu Hmm. c'est chiant, quoi. On part en mise au vert à Tignes pour l'Euro 2008. Ouais. Donc voilà, on part à une quantité. Donc les gardiens, on part à 4 gardiens. Greg Coupé, parce que Fabien avait arrêté après Ouais. 2006. Après 2006, ouais. Greg Coupé, par rapport à ses prestations, par rapport dans le club où il joue, et l'état d'esprit titulaire pour moi indiscutable. Donc Landreau, Frey, et un petit nouveau, Steve Mandanda, qui vient faire le Oui, stage avec Steve. nous. Steve, c'est vrai. Tu vois, donc on apprend à découvrir Steve, tu vois, et on part en mise au vert. Et tu sais que je me souviens plus quel jour, il nous annonce après déjeuner, vous restez tous dans vos chambres, et si vous entendez toquer à la porte, vous ouvrez la porte. Et ça veut dire qu'il faut faire vos valises et partir. Ah ouais, c'est vrai. Donc déjà là, tu te dis, ouah, la façon, et donc forcément on rentre dans la chambre, mais un stress. Et c'est pour ça que je te dis que quand je te parle de la roue tourne. Donc là, on est quatre. Moi, sincèrement, à ce moment-là de la saison, je me dis, il y a 4 gardiens coupés en France, le meilleur club de France. Ouais, intouchable. Landreau, c'est Landreau, sans trop s'exposer. Voilà, c'est lui. Steve Mandanda, il est à l'Olympique de Marseille. C'est le petit nouveau, très performant, et il est dans un des meilleurs clubs de France. Mm. Et Sébastien Frey avec son parcours voilà, à l'étranger, très performant, mais à l'étranger. Toi, tu te mets à ma place, tu te dis, il y a une tête à couper. C'est laquelle la plus Ouais. facile à couper? Bah, auprès du public français, en plus, c'est plus facile de couper Sébastien Frey, c'est sûr. Exactement. Donc moi, dans ma tête, je te cache pas, je suis dans la chambre, je commence déjà à remplir mon sac. Tu vois, je me dis, ça va toquer à un moment donné, tu vois. Bref, au bout d'un quart d'heure, il n'y a rien qui toque. Et je vois qu'au bout d'un quart d'heure, tu as Greg coupé, il m'envoie un message, il me dit mon poulet. Alors? Et moi, je lui réponds, je lui dis, écoute, moi, personne n'a toqué. Ouais, mais Chris, super, machin. Et je dis pourquoi? Mais il est passé, c'est bon, c'est fini. Il me dit, ouais, rejoins-moi, on descend dans le hall, tu vois. Donc, on descend dans le hall. Je vois effectivement bah, qu'il n'y a plus de ferveur, tu sais, dans les couloirs, machin. Donc, putain, je me dis, mais il n'a pas toqué. Moi, je suis super content. Greg, super content parce que franchement, on a un rapport avec Greg. Ouais, c'est ton pote. Ouais, mais Greg, je pense qu'on a le même état d'esprit, la même façon de voir les choses. C'est pour ça que ça a matché de suite. Ouais. Tu vois. Et donc, il se passe, donc on voit dans le hall, ben, malheureusement, je crois que tu as Philippe Mexès qui part, tu vois, et c'est vrai que bon, vraiment, moi, Philippe, c'est un frérot aussi, donc c'est vrai que ça fait quand même de la peine de partir comme ça, tu vois, Ouais. Ouais. de te dire, bref. Et je vois, et moi, je sais pas si c'est du coup Mika ou Steve, Ou Steve, ouais, bien sûr. je vois, donc, je vois Mika, donc avec son sac qui s'en va, quoi. Et là, je me dis, tu vois, Ouais, la retourne à tourner, comme tu dis. voilà. Et donc, ça a été, entre guillemets, ma petite revanche, même si on ne peut pas appeler ça. Moi, tu vois, Non, j'ai mais jamais vécu. c'est un petit clin d'œil de la vie, quand même. Mais tu vois, c'est pas anodin quand même. Tu vois, ce que j'ai Ouais. vécu, le parcours, ce que j'ai vécu moi avant, on va dire, ça, c'était un petit peu un truc, tu vois, une petite récompense quand même personnelle. Mais donc, du coup, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il a pas été d'un énorme soutien non plus quand toi, tu prends cette gifle de l'Euro Espoir, quoi. Qui ça? Mika. Ah ben non, parce que je pense que quand on était ensemble, je le dérangeais. Ouais. D'accord. Donc, parce qu'on était concurrents directs et je pense qu'à un moment donné, alors attention, tu vois, parce que moi, comme je t'ai dit, il y a pas, moi, beaucoup de respect pour la carrière qu'il a eue parce que Oui, je pense oui, que grand monsieur s'il du a eu foot. une longévité, ça veut dire que le mec, il a été performant, il y a pas de problème. Moi, c'est le côté humain. Je pense qu'on était vraiment, c'était pas une concurrence saine. Ouais. Là, non, tu vois. Ouais. Donc, Je vois. donc, je pense qu'à un moment donné, il s'est senti en difficulté, truc, et je pense que bah, lui, je pense que c'était la plus belle des solutions, moi, que je parte comme ça, et lui, il a fait l'euro tranquille, Ouais. tu vois. Ouais. Donc voilà, moi, je le vois comme ça, mais bon, moi, c'est pas ma façon de voir les choses, de voir le foot et de voir le côté humain, tu vois. Quand je vois le rapport que j'ai eu avec Greg après, Greg, après chaque match,
que ce soit au Stade de France, truc, une petite bière, lui et moi, et on faisait le débrief de match ensemble, tu vois. Je lui Hmm. donnais mon point de vue, lui me donnait le sien, mais on était dans l'échange. Et Ouais. c'est beau ça, parce qu'en fait, l'ensemble. Et un jour, on se met dans la chambre, il vient me voir et me dit, écoute, mon poteau, alors sache que si jamais un jour, il me dit, ça peut arriver, tu es très performant, ça peut arriver. Tu devais me prendre la place en équipe de France. De ma part, pas de problème, pas de polémique. C'est une promesse que je te fais. Et moi, j'ai dit, écoute, Greg, bon, nous, on le vit déjà parce que c'est toi qui joues. Sache que de ma part, tu auras toujours mon respect, mon soutien et je serai toujours avec toi. Dans les bons, dans les mauvais moments, on est toujours ensemble. Voilà, tout simplement. Après qu'on soit sorti à l'Euro 2008, écoute, le soir, c'est bon, on est tous un peu gavés, hein. Franchement, on rentre au château qu'on avait en Suisse. Euh, Après, on s'est commandé un beau plateau de fromage avec une bouteille de vin rouge. Lui et moi, on a refait l'euro ensemble, tu vois. Et on a passé ce moment de déception ensemble, tu vois. Mais du Ouais. début à la fin, on l'a vécu ensemble. Et moi je croyais que ça c'était comme ça le monde des gardiens. Moi je croyais que c'était que ça, c'est-à-dire que les gardiens de manière générale, même à l'international, même sans vous connaître vraiment, il y avait ce monde-là un peu de solidarité, fraternité un peu. Je pensais que c'était comme ça. Écoute, je vivais dans le monde des bisounours. Heureusement, je pense pouvoir te dire que quand même, allez, 85 voire 90% des fois, Ouais, je pense à partir c'est du le cas. moment où il y a une hiérarchie initiale qui est établie, à partir du moment où les choses sont claires, en fait, je pense que tout part de là. Quand les Ouais. choses sont claires, ben, il y a jamais de problème. Mais les choses sont claires, ça ne veut pas dire qu'un jour, le deuxième ne peut pas prendre la place du premier. Attention, Non, hein. non, bien sûr, bien sûr, Une bien sûr. hiérarchie peut évoluer dans le temps par rapport aux prestations, le Bien sûr. moment, une blessure, un carton, tu vois. Mais par contre, quand c'est établi, il faut, tu vois, il Ouais. faut. Quand tout est clair, de toute façon, c'est où tu l'acceptes pas. Parce que où tu l'acceptes, tu joues le jeu à fond, tu vois. Toujours dans cette idée d'essayer de comprendre ce rapport à la France et aux médias français. Parce que là, quand même, c'est pas le média français, hein. Là, c'est un monsieur du foot, quand même, qui en a un peu après toi. Mais euh, avant Alors, d'arriver à cet épisode de vu tes racisme. interviews précédentes, pas qu'après moi. Très bien dit, très bien formulé. Effectivement, c'est vrai. Mais bref, il en avait, en tout cas, il avait des méthodes bien à lui. Mais un jour, je le ferai venir pour l'entendre. J'aimerais bien comprendre la mentalité du monsieur. Euh, la question que j'ai par rapport à toi, c'est parce que j'ai vu en préparant cette interview, j'ai vu pas mal de déclarations où, comme aujourd'hui, tu es quelqu'un de très franc. Il y a jamais vraiment de malveillance vraiment dans tes déclarations, mais tu es quelqu'un de très franc. Si tu estimes que quelqu'un est d'une telle manière, par exemple, je vais reprendre tes déclarations euh, sur Lilian Thuram, où tu dis, bah moi, je vais plus facilement parler à un Marco Materazzi qu'à un Tutu ou un Seedorf. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont cons, mais parce que ils ont un espèce de savoir, une aura aussi différente de ce que moi j'apprécie. Et eux, ils sont plus à t'enseigner des valeurs de la vie plutôt que dans l'échange comme tu peux avoir avec Marco Materazzi. Tu vois, je reprends vraiment tes propos, j'essaie de les expliquer. Là-dedans, il n'y a rien de méchant. Mais quand on tient ce genre de propos qui vont notamment vers la génération 98 en France, tu vois, moi j'ai fait une vidéo sur Zizou, et malgré le fait que j'adore Zizou, j'ai remis en question un petit peu son niveau sur la compétition totale de 98. Autant il y en a plein qui sont d'accord, autant je me suis pris une sauce, mon ami. Et alors, on va commencer par Zizou, puis après, je vais te raconter, parce qu'à Ouais, côté, dis-moi. c'est marrant. C'est marrant. Alors, Zizou sur 98, je vais te rejoindre pleinement. Il ne fait pas une bonne compétition. Il fait un grand match. Oui, C'est je trouve. lequel? C'est lequel? Bah, pour moi, il y a la finale où il est déterminant, mais il y a l'Italie aussi où il est costaud. Alors, l'Italie, c'est costaud, mais le grand match, c'est la finale. On est d'accord. Et les grands joueurs, on va dire les très grands joueurs, ils doivent être présents quand? Dans les grands rendez-vous. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, Zidane, pourquoi c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps? Alors, après, je pense que, tu vois, avec l'expérience, il a été très performant. Après, il a réussi, je pense, ce côté-là à vraiment, parce que Zizou, c'est pas le mec qui chasse. Par contre, il a une leadership sur le terrain. Mhm. Je veux dire, tu le vois jouer, c'est impossible que tu n'aies pas envie de Bon, on jouer. l'a Il vu veut en pas 2000. jouer. En 2000, il est très costaud tout le long du tournoi. En 2006, il est très costaud, notamment à partir de l'Espagne. Il est très, très costaud et ça commence tôt. Donc, on voit il a mûri et il devient encore plus performant. Mais sans dire qu'il a été nul, Non, je trouve que le romantisme autour du souvenir de Zizou et de 98 a amplifié un petit peu la réalité de ses performances jusqu'à la finale. Voilà, c'est tout ce que je dis, moi. amplifié, je pense pas, parce en plus, il y a cette histoire qui est magnifique. Parce que Jean Varro, qui était son tuteur à la SCAN,
Oui, aussi, il y a ça. avait fait des déclarations comme quoi Zizou il était fort de partout sauf de la tête. Ouais. En Ah, finale mais l'histoire, elle est belle. 98, le but, L'histoire, il elle est met belle. comment, de la tête. Je veux dire, l'histoire est très belle. L'histoire, elle est magique, elle est magnifique. Alors moi, je reviens effectivement, je pense que Zizou, toute la compétition, parce qu'il prend un carton rouge en plus. Par contre, Zizou, ce qu'on lui demande, parce que Zizou, c'est un joueur hors norme, c'est la star. Ben, on lui demande d'être présent et d'être performant. Il faut qu'il fasse la diff dans les grands matchs, dont la finale. Et Zizou te fait la diff en finale, quoi. Donc, moi, franchement, quand je vois sa tête sur les Champs-Élysées, c'est beau, quoi. C'est beau. Ah Et ouais, là, c'est beau. et là, tu te dis, attention, la France est une nouvelle étoile. Ouais, Parce qu'on était resté un peu l'étoile de Michel Platini. ouais, ouais. La France est une nouvelle étoile. Et à partir de là, c'est enchaîné. Et puis, bon, à un moment donné, Zizou, il ne faut même pas trop Ah, s'attarder, quoi. non, 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 non. Voilà, moi, Zizou fait partie de la beauté du football mondial. Ah, je suis Zizou fait d'accord avec partie toi. des joueurs footballistiquement immortels et Ouais, je éternels. suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Zizou, dans 200 ans, on en parlera encore. Je suis d'accord avec toi. Voilà, Je suis d'accord avec donc toi. ça, c'est bon. Donc, pour revenir, euh, Oui, de base, je te disais au fait de parler des mecs de 98. Quand tu touches à 98, automatiquement, c'est pour ça aussi que je te parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une déclaration, un accrochage avec un journaliste? Mais comme toi, tu n'as jamais été tu n'as pas été malveillant, mais tu as quand même eu des propos où tu ne disais pas, oh, ce sont les meilleurs, ce sont les meilleurs, on peut te tomber dessus. Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle ou pas? mais pourquoi alors, tu me parles, Clarence Seedorf, on est très, 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 très proche. Donc, moi, Clarence, tu sais comment je l'appelle? Malcolm X. Alors Clarence, c'est pareil, il fait partie des joueurs hors normes et on a eu un vécu à l'Inter ensemble. Clarence, tu peux pas parler avec lui parce qu'il a toujours raison. Mais c'est super marrant en fait, tu vois. Et je me dis effectivement, moi je veux plus m'asseoir à table avec lui, avoir une discussion parce que je sais qu'il a toujours raison, tu Ok. vois. Et moi, le peu que j'ai vécu Lilian, c'était un peu la même chose. Mais attention, alors déjà, moi j'ai envie de te dire, à Lilian, beaucoup de respect pour sa carrière parce que lui aussi c'est un de ceux qui s'est Ah ouais. imposé en Italie. Je veux dire, À moi, Parme aussi. quand j'arrive à Parme, il part, c'est la star à Parme, hein. Ah ouais. Il va à la Juve, c'est la star à la Juve. Bref, bon, Ah ouais. la carrière de Lilian, tout le monde la connaît, ça sert à rien c'est une carrière monstrueuse. Mais pareil, moi, je voudrais pas être à table parler. Et ça m'est arrivé à l'Euro une fois de parler avec lui. Je veux dire, j'ai dit, ah, plus jamais, c'est fini. Tu peux parler tout n'importe quoi. Il a raison, tu vois. Mais là où je te rejoins un peu moins, bah, moi, aujourd'hui, comme le 98, Laurent Blanc, on échange énormément. C'est un super mec. Robert Pires, on s'est eu encore hier au Oui, téléphone. je sais, c'est ton grand copain, c'est vrai. Guy Varch, si tu me donnes le truc, enfin, Emmanuel Petit, on se voit très peu. Marcel Desailly, on échange beaucoup. Marcel, Dédé, qui est aujourd'hui le sélectionneur, Dédé habite à 10 minutes de chez moi. D'accord. On échange aussi beaucoup. D'accord. Donc, j'ai envie de te dire, moi, Donc, toi, tu n'as aucun souci avec 98, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le grand public, est-ce que même les médias peuvent te prendre en grippe pour ces propos-là ou pas? mais pourquoi? Moi, Alors ça, au contraire, moi, j'ai toujours mis en avant et une grande fierté pour 98 parce qu'eux, ils d'accord. ont marqué l'histoire. C'est les premiers. C'est vrai. Moi franchement, et pourtant, à l'époque, moi, je mérite pas l'équipe de France parce que je suis trop jeune et j'ai rien prouvé. Donc, je suis pas dans un contexte comme peut-être d'autres joueurs. Ouais, je suis jaloux parce qu'ils ont. Mais loin de là, moi, une fierté que l'équipe de France ait gagné la Coupe du Monde 98. Là, franchement, ta question, je vais être honnête, je la comprends pas parce que j'ai jamais eu aucun problème. Je suis en contact permanent avec France 98. Mhm. Donc, Bah tant sincèrement, mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, je préfère que tu me dises ça. Mais comme je vois très souvent que quand on parle de 98, on remet en question, même les médias peuvent nous tomber dessus. Je me dis mais à moi, peut-être que c'est ça. Peut-être. Non, pas toi, pas toi. Je pose des questions. Mais pas toi. Non, non, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça contre toi. J'ai vu d'autres choses. Et d'ailleurs, on va parler d'autres choses parce que j'ai un sujet très épineux, mais j'ai pas vu ça sur toi. venant de moi, c'est impossible. Déjà, parce que je t'ai dit, une fierté. Je t'ai parlé de la finale de Zizou. Moi, j'ai cette image, les Champs-Élysées, l'image de Zizou, l'image de. C'est un des plus beaux souvenirs que j'ai Ah, on est d'accord. de On cette est période-là, d'accord. sincèrement. Et tu sais que la finale, je viens de signer à l'Inter. Je suis en plein déménagement quand il y a la finale. Oui, c'est vrai. Imagine-toi, C'est je vrai, suis je suis comme sûrement idée. en plein centre de Milan, je suis sûrement le seul Français à cette époque-là. Ouais, parce qu'en plus, ils ont eu du mal à l'oublier, celle-là, cette élimination. Exactement, Ils ont eu exactement. du mal. Elle a été dure aussi. Donc, à un moment donné,
Non, non, alors là sur soi, je ne suis pas là. Et puis moi, Lilian, je n'ai rien contre Lilian, hein, au contraire. Moi, c'est le Ah, fait ça, de je dire, sais. c'est sûr que je veux dire, nos sujets de conversation sont différents. Voilà, c'est le point barre, mais ça Oui, fait oui, oui. tellement. Non, mais moi en plus, j'ai complètement compris la nature de ton propos et ce que tu voulais dire, qu'il n'y avait rien du tout d'offensant là-dedans. Mais c'est juste que parfois, je sais que les médias peuvent avoir une réaction un peu épidermique, et en France, c'est un peu le cas. Quand on parle de quelqu'un de 98 sans dire simplement des choses qui vont dans son sens, bah, on se fait taper dessus. Donc, je voulais juste voir si toi, c'était ton cas. Mais tu as raison, c'est vrai que t'as en tout cas avec les joueurs de très bonnes relations, ça, je le sais. Ça, je Ah le ben sais. oui, mais moi, Je le moi, sais. je te dis, moi, déjà 98, footballistiquement parlant, ça ne me concerne pas. Donc, je ne suis pas directement impliqué sur une Oui, non-sélection, tu vois, parce que je suis un gamin, moi. c'est Et vrai. j'ai rien prouvé encore. J'ai fait une saison à Cannes, je viens d'arriver à aller en Italie. Donc, moi, à l'époque, si le sélectionneur m'appelle, c'est un fou. Vraiment. Tu vois, moi, je ne suis pas concerné. Et je suis, et pour en revenir, moi, en tant que Français, mais cette Fier, Coupe du Monde, j'ai une fierté parce que c'est la première, parce que c'est en France, parce que le monde entier a découvert cette génération qui s'est fait critiquer les années précédentes. Le monde entier, Zizou, pardon, le monde entier à ses pieds après la Coupe du Monde. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, et puis on découvre Thierry Henry aussi à l'international, on découvre David Trezeguet, on découvre du monde, non, on découvre du bon monde. Yuri Djorkaeff a été stratosphérique pendant quasiment toute la Moi, compétition. Yuri, quand il est revenu à l'Inter, mais laisse tomber, quoi. Il arrivait tous les jours avec le sourire pour dire, Ah ouais. voilà, t'imagines, lui revient en Italie où c'est qu'on les bat, ça se passe pas grand-chose. Tu sais, le truc de Roberto Baggio qui passe à ça. Mais Ah ouais. enfin, le scénario était simplement magnifique. Franchement, celle-là, elle est vraiment belle. Bon, j'ai un dernier sujet à aborder avec toi avant de te laisser filer. Et il est épineux. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'Osvaldo et tu m'as dit qu'il avait connu une dépression. Tu lui avais apporté ton soutien. Et c'est pas le seul. C'est quand même un phénomène qui est soit de plus en plus mis en avant dans le foot moderne, soit d'anciens, à l'image de Thierry Henry d'ailleurs. Et c'est beaucoup hein, pour qu'un Thierry Henry décide de l'avouer publiquement, que effectivement la dépression avait frappé beaucoup de monde dans le monde du sport. Pas que le foot, hein, monde du sport. Je l'ai senti, je l'ai pas lu. Hein. Je vais pas te mentir, je l'ai pas lu du tout. Je l'ai senti. Je me suis dit, pour qu'un homme prenne tout ça dans la tronche, au bout d'un moment, il y a forcément où ça picote. Alors, il y a deux choses. Avant que tu me dises, si tu veux, et que tu gères un petit peu la profondeur à laquelle on va dans ce sujet-là, parce qu'encore une fois, c'est toi le maître à bord, il y a l'épisode du racisme. Et j'ai envie qu'on en parle. J'ai envie qu'on en parle parce que bah, il y a un petit événement, enfin, il y a un petit élément qui saute aux yeux quand on voit nos deux photos, c'est que ça me touche et que je trouve que c'est important d'en parler. Et que je trouve que c'est important d'en parler correctement. Je suis pas de ceux qui pensent que le racisme n'existe pas et que c'est juste une lubie et que c'est juste un mécanisme d'autodéfense. Par contre, je veux juste qu'il soit abordé et que le mot soit utilisé dans les bonnes circonstances et pas envoyé à tort et à travers. Quand je vois les fréquentations que tu as, quand je vois les joueurs avec qui tu as évolué, je vais pas dire le championnat où tu as évolué parce que malheureusement, il a une mauvaise image par rapport à ça, mais pas à l'époque, il me semble. Il y a deux, trois villes, effectivement, en Italie où malheureusement, c'est encore Ouais, compliqué. où ça revient assez régulièrement. Mais au-delà de ça, jamais, jamais j'ai entendu des joueurs parler de toi et jamais, jamais ce terme-là n'est venu dans la description qu'on m'a fait de toi. D'autres choses qui sautent aux yeux, comme bon vivant, mec agréable, qui rigole, machin, ça j'ai entendu. Par contre, racisme, non. Et j'ai trouvé que d'une, quand je retrouve l'interview de base, pour trouver du racisme dedans, je trouve qu'il faut chercher. Et je trouve que derrière, même les réactions des personnes des institutions françaises, notamment Jean-Pierre Escalette à l'époque, n'ont pas été d'un énorme soutien. Loin Alors, de là. est-ce que tu veux bien remettre le contexte et me dire comment tu as vécu cet épisode où on t'accuse de raciste, d'être raciste Je l'ai et très mal vécu. Je l'ai très, très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce que. Alors, moi, je viens d'un quartier de Nice, Carros. ouais, ouais, OK. Donc, je viens d'un quartier populaire où c'est que j'ai grandi avec beaucoup de communautés. Et aujourd'hui, j'ai encore pas mal d'amis qui font partie de ces communautés, de beaucoup de pays différents, beaucoup de cultures différentes. OK. On va pas ouais, citer les pays parce qu'après,
Ouais. Tu vois. Et c'est pour te faire comprendre que d'où je viens. Moi, l'éducation de ma famille, l'éducation que j'ai eue, ça a toujours été le racisme, c'est pas bien. OK? Après, tu te retrouves dans le grand bain où c'est que, effectivement, tu te rends compte que dans le football, ben, il y a du racisme. Ouais. Donc, il y a deux choix. Ou tu restes dans le silence et tu laisses, on va dire, les institutions, ou tu laisses ben, les joueurs de couleur en eux-mêmes essayer de faire leur propre combat. Mhm. Il y a un combat très compliqué encore aujourd'hui. Mhm. Ou alors tu prends une position. Et moi, cette position, je l'ai prise plusieurs fois. Je me suis peint le visage en noir. J'ai fait des campagnes de publicité pour lutter contre le racisme. Je me suis exposé plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça, si je ne m'étais pas exposé, les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils disent, voilà, lui, il n'a jamais rien dit, donc tu laisses le doute. Alors que moi, je me suis exposé, j'ai choisi mon camp, entre guillemets. Moi, pour moi, le racisme, euh, c'est une bataille encore qui sera longue, malheureusement. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que tous ensemble, à un moment donné, je pense qu'on va y arriver. Ça, c'est mon point de vue et c'est un peu mon rêve. Donc, ce journaliste vient faire un gros reportage sur moi à Florence. OK? Il est resté une semaine à Florence. Je l'ai hébergé. Je l'ai emmené tous les jours à l'entraînement. Il est resté, il a connu ma première famille. Il a vécu une semaine avec moi. Vraiment, on a passé une semaine très agréable ensemble, tu vois. Et donc, on en vient, il m'a suivi, donc il est venu chez moi, il a pris les photos, les enfants, les trucs. Je l'ai fait rentrer, malheureusement, aujourd'hui, je le regrette. Je l'ai fait rentrer dans mon cercle privé, où c'est que c'est un cercle que j'ai toujours essayé de protéger. Et je le fais rentrer dedans. Et donc, on en vient à discuter, blablabla. Bla, 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 bla. Et il arrive déjà, on en vient à parler donc de beaucoup de sujets, ma carrière, les trucs. On en vient à parler de l'équipe de France. Il me pose déjà une question qui est complètement moisie. Il me dit, mais est-ce que tu trouves ça normal? La question, c'est est-ce que tu trouves ça normal que sur 11 titulaires, il y ait 9 joueurs de couleur? Déjà, la question, elle n'est pas belle. On est Mhm. d'accord. La question, elle n'est pas belle. Et tu Elle sais que pue c'est une déjà. question à la con. Ouais. Donc, moi, déjà, je vois ça, je dis, hop, 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 hop. Attention, attention. Donc, je lui explique. Je lui dis, écoute, moi, aujourd'hui, par rapport à ce que je vois, mon parcours en équipe de France, je ne vois rien d'anormal parce que pour moi, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là. Et je pense qu'en équipe de France, ils vont les meilleurs. Qu'ils soient blancs, noirs, kabyles, chinois, ce que tu veux. Moi, pour moi, ce n'est pas de différence. On porte le même maillot. Je veux dire, s'ils sont sélectionnables en équipe de France, c'est qu'ils sont français. On est tous d'accord. Ouais. Pour moi, le problème ne se pose pas. S'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là. Maintenant, vu ta question, si vous voulez plus de joueurs blancs, ben, posez-vous les bonnes questions dans les centres de formation. Peut-être que ben, ces joueurs qui sont en équipe de France, ils travaillent plus ben, que pour en arriver là. Ils ont plus de qualité pour en arriver là. Ils ont plus faim pour en arriver là. Et moi, ma réponse, elle est comme ça. Et en gros, quand l'article sort, sa question, il me la met à moi en bouche en réponse. Ouais. Ok. Tu as compris un peu Ouais. le Mais côté vrai. ce qui est bizarre, c'est qu'il peut juste l'enlever. Enlève-la. Si tu vois, tu poses une question. Tu vois que t'es dans la sauce à la fin, que tu t'en sors pas, que tu patauges. Enlève-la. Pourquoi il a besoin de te mettre les propos à toi? Mais C'est déjà, tordu. déjà, tu sais que cette question est pourrie. Elle est Tu sais que, pourrie. tu sais que cette question, déjà, faut pas la poser. Ouais, elle est pourrie. Tu vois. Et moi, je me suis dit, tu me la poses, Coco, tu vas voir, je vais répondre et je vais bien répondre. Mais le problème, c'est que si tu me mets en bouche ta question, c'est pas bon. Faut savoir. Donc, moi, je vais te dire ce qui s'est passé. Donc, l'article sort. Moi, je suis à Florence. Le matin, mon père m'appelle à 8 heures du matin. Mon père était à Nice. Il me dit, c'est bien un problème. Va acheter l'équipe. Déjà, mon père qui m'appelle à cette heure-ci, compliqué. J'étais en train d'aller, moi, à l'entraînement parce qu'on avait la pesée. Et donc, j'arrive et moi, je vais de suite voir l'attaché de presse. Je lui dis, Sylvia, je lui dis, récupères-moi l'équipe urgemment, s'il te plaît. Donc, elle se le fait envoyer par les médias interposés. Et je lui dis, il y a 2 pages sur moi, imprime-moi les 2 pages, mais c'est urgent. Donc, dans la demi-heure qui suit, j'ai tout. Et je lis. Non, mais c'est pas possible. J'y crois pas, j'y lance une blague. J'y crois pas. Donc, moi, de suite, j'appelle ce journaliste. Et journaliste très, tu sais,
Enfin bon, bref. Le mec, il rigole tout le temps. Bah. Et je lui dis, mais tu trouves ça marrant? Ni bonjour. Je lui dis, il me dit quoi? Il me dit, t'as vu l'article? Je lui dis, mais t'es pas sérieux, quoi. Je lui dis, est-ce que tu as vu ce qui est sorti? Je lui dis, mais t'es fou. Je lui dis, en plus, j'ai jamais. Bref, je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il se passe. J'appelle de suite Pat Vieira, qui est le capitaine de l'équipe de France. Je lui dis, Pat, j'imagine que tu as lu l'équipe. Je lui dis, tu me connais, Pat. Je lui dis, voilà, je me suis fait niquer par le journaliste. Je vais appeler attaché de presse, essayer de faire quelque chose parce que moi, le racisme, tu sais pas, ça passe pas, quoi, c'est compliqué. Donc, bah. Le lendemain ou 2 jours après, dans l'équipe, j'ai dit le quotidien, de toute façon, je pense que tout le monde s'en doutait. Il y a eu un démenti et il y a eu un truc comme quoi j'avais pas forcément les propos a été un truc comme ça. Mais une fois que la bombe elle est lancée, tu vois, Ouais. tu t'en souviens du démenti qui a été fait? Ouais. Non. Et voilà. Bon, surtout qu'ils font en sorte qu'on s'en souvienne pas forcément. Exactement, tu vois. Et après moi j'ai vécu avec ça, ça au moins pendant 2 ans parce que je me dis pourquoi ça va loin. Moi j'habite dans le sud de la France. Ceux qui me connaissent, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord que tu vas dans la rue, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce que tu penses que tu es. Et je me dis, mais même vis-à-vis de ma famille, ça peut devenir dangereux. Parce que tu es, Ouais. une personnalité en plus, tu es facile, je veux dire, tu vois. Ouais. Et C'est ça, clair. franchement, je l'ai. C'est jamais passé, en fait. C'est jamais passé. Et ce journaliste-là, je lui pardonnerai jamais ça. Jamais. Alors tu me dis, et tu as raison de le dire, quand on est une personnalité, c'est dur à gérer ce genre de choses, même malgré les démentis, etc., etc. Mais ce qu'il faut entendre quand même et que les gens comprennent, c'est que quand on est traité de raciste, de ce genre de choses-là, où il y a les valeurs humaines qui viennent dedans, ça affecte beaucoup, personnellement même, au-delà des amis, au-delà de la femme, au-delà des proches, des enfants, même la remise en question que ça peut engendrer, la douleur que ça peut générer, etc. Ça, les gens ne le mesurent pas forcément. C'est pour ça que j'aime bien rappeler à tout le monde de prendre bien la pleine mesure des mots et des accusations qu'on peut porter. Donc, Il le mesure pas, et je vais te dire, il le mesure pas parce que bah, vis-à-vis de nous, c'est un peu la facilité. C'est vrai qu'on donne. Et encore à l'époque, c'était vraiment le début des réseaux sociaux, heureusement. Heureusement. Euh, Parce que ça aurait pris, je pense, beaucoup plus d'ampleur. Et il aurait ouais, fallu intervenir, je pense, ouais, légalement. Et ça aurait été très long et très compliqué. Une bataille très compliquée. Tu sais pourquoi c'est dur? Et moi, je vais te dire, si on a échangé un peu avant, là, aujourd'hui ensemble, ça me fait très plaisir. Je pense que demain encore, on aura l'occasion d'échanger. très Si certainement. un peu tu as cerné le personnage, et ça a dû sûrement me déranger dans le milieu du football, j'ai toujours dit haut et fort ce que je pensais. Mm. Et j'ai toujours assumé tous mes propos, pas les propos qu'on a voulu me mettre en bouche. C'est différent. Tous mes propos, je les ai toujours assumés, je les assume aujourd'hui et je les assumerai demain. Tout ce Ouais, que j'ai, parce que ce que je pense, je le dis et je l'assume. Par contre, si on me met en bouche des propos que j'ai pas dit ou qui vont contre mes valeurs, mes idéaux, ben ça peut pas passer. Je suis désolé, ça peut pas passer. Et ouais, ça passera jamais. ouais, c'est compréhensible. Ma question de base, quand je t'avais dit que c'était ma dernière question pour aujourd'hui, c'était ce sujet de la dépression. Encore une fois, c'est toi qui mesures à quel point tu décides de partager sur ce thème-là aujourd'hui. Merci de le faire. À quel moment t'es frappé par ce fléau-là? Quand est-ce que tu sens que c'est particulièrement compliqué? Comment ça se manifeste chez toi? Alors écoute, très simple, je vais te le raconter. Euh, En 2010, donc j'arrive en 2010, je vais sur mes 30 ans, Hmm. ok? Je commence à rentrer en conflit avec un dirigeant de la Fiorentina. J'étais le capitaine, on va dire, on a vécu des moments extraordinaires. Je suis un peu le leader de ce truc. Et je commençais à déranger le directeur sportif, donc je rentre en conflit avec lui. Donc, tu vois, voilà, on essaie de me mettre des bâtons dans les roues. Juste là, je pense, je suis très serein et je suis très confiant. Je me dis, de toute façon, il n'y a rien qui va me toucher. Il faut savoir que parallèlement à ça, je suis en plein divorce.
Ok. Donc voilà, avec 2 enfants. Mhm. Donc tu vis des situations au stade, tu sors de chez toi, tu as d'autres problèmes. Ouais. Ok. Et pour couronner le tout, je pense que on va dire, c'est un trop-plein qui fait que à l'entraînement tout seul, je vais chercher un ballon aérien, il pleuvait, je retombe, pam, je me pète l'autre genou. Donc je me retrouve, je dois encore fêter mes 30 ans en plein divorce, donc un échec dans ta vie personnelle, tu te Mhm. remets en question humainement parlant. Ton club, voilà, là. Et à 30 ans, je me pète l'autre genou, sachant que mon premier genou a été opéré, ça a été refait. Il a fallu être costaud pour, tu vois, pour le quotidien, pour s'en remettre et puis pour être performant. Voilà. Moi, je me retrouve avec. Donc, à 30 ans, ma carrière complètement remise en discussion. Je ne sais pas si je vais réussir à rejouer avec un autre genou pété. Un divorce à gérer compliqué. Donc, c'est vrai que je rentrais chez moi. Et en fait, je commençais à avoir du mal à dormir. En fait, j'arrivais plus à dormir. Et tu as les yeux ouverts et tu te mets à penser. Des fois, tu as la petite larme qui sort. Tu dis, mais ma vie, que ça va être, les enfants, de plus être avec tes enfants tous les jours. Tu vois ton cocon, en fait. Il y a tout qui explose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, et ça, je pense que c'est preuve de beaucoup d'humilité, c'est preuve d'une. Tous ceux qui ont eu la chance de l'avouer et de dire voilà, là j'ai atteint ma limite, je peux plus y arriver tout seul. Et c'était mon cas. Donc à travers le club, j'ai demandé de l'aide. Donc écoute, je me suis fait suivre pendant presque un an. Ok. Et franchement, parce que beaucoup de gens aujourd'hui le voient comme quelque chose de pas bien, il faut le cacher. Non, 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 non. Parce que avoir l'humilité de dire, voilà, j'ai atteint ma limite et je peux plus y arriver tout seul. Se voiler la face, Ouais. ça sert à rien parce que tu te fais du Ouais. mal et des fois, tu peux pas t'en sortir. En fait, tu n'y arrives pas. Et donc, moi, ça, ce qui m'a permis déjà une personne extérieure à qui j'ai pu m'ouvrir, me confier, déjà vider son sac. Et vider mon sac, ça a pris plus d'un mois, tu vois. Donc, Ouais, déjà, parce que rien que. rien que tout ce qu'on a listé ensemble aujourd'hui, pour le digérer émotionnellement, faut. Et puis voilà, et puis aussi de se dire, tu es une personnalité, donc tout ça, ça doit rester chez toi. Toi, il faut que tu arrives au stade avec le grand sourire, Ouais. que tous les gens ne voient pas tes faiblesses, et Eh oui. même tes adversaires, parce que si on te voit vulnérable, surtout gardien, t'es mort. T'es mort. T'es mort. Donc moi, il fallait que je fasse la part des choses en dehors. Tu vois, vraiment d'essayer de vider mon sac pour pouvoir ressortir après le lendemain ou l'après-midi à l'entraînement et dire, voilà les gars, pas de problème. Tout va bien, tu vois. Et heureusement, ça s'est pas trop, ça s'est pas vu, quoi. Il y a très peu de gens qui en ont parlé. Mes proches ont été au courant. Très peu de joueurs de cette génération-là ont été au courant. Donc, Ouais. ça veut dire que le travail de la psychologue a été aussi très, très bon. Tu vois, ça veut dire elle a Bravo, elle. trouvé qu'il fallait à travailler. Mais là, dans le foot d'aujourd'hui, qui est encore plus je pense, qu'avant, plus de pression, parce qu'aujourd'hui, le foot est devenu encore plus un business qu'avant. Ouais. Donc, tu dois rendre des comptes à beaucoup plus de gens qu'avant. Moi, je pense tu peux appeler ça un coach sportif, un mental coach, un préparateur comment tu appelles ça, à l'événement, à la compétition. Tu peux le tourner sous beaucoup, mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, les grands, grands joueurs, je pense que tout le monde en a besoin et je pense que la plupart le peu que je connais, la plupart se font soutenir et se font aider, mais parce qu'il y en a besoin. Et franchement, tous ces joueurs dont moi, je pense qu'il faut être très fier de ça. Très fier de ça. Je suis d'accord avec toi. Il y a un grand monsieur du foot italien et grand gardien aussi, Gigi Buffon, avait raconté qu'il avait aussi vécu un épisode compliqué comme ça, où il avait perdu toute motivation. Et je vais te dire, parce que Gigi, on se connaît très très bien. Gigi, j'ai pas l'impression que ce soit fini. Ok. Je pense que Gigi a vraiment eu du mal à accepter le fait d'arrêter de jouer au Le foot. foot. Ouais. Et il a dit, ça me fait très peur. Donc là, il a un rôle au sein de l'équipe nationale. C'est un peu l'ambassadeur de l'équipe nationale, ce qui est normal parce que par rapport à ce qu'il a représenté, Ouais. c'est normal. Mais c'est vrai, tu vois, il y en a, ils n'arrivent pas à passer le cap, tu vois.
Et je comprends des fois que ça peut être compliqué, hein. Et donc, tu vois, bon, Gigi, qui a été une star mondiale, a fait une carrière extraordinaire. C'est vrai que lui a eu Hmm, de mal à gérer, à accepter ça. Tu vois. c'est clair. Sébastien, merci beaucoup. Si tu as d'autres questions, je suis là. Avec grand plaisir. Merci, tu as répondu à beaucoup de mes questions aujourd'hui. Je t'avoue que, euh, comme je te l'ai dit en off avant de démarrer, j'avais préparé des thèmes, des questions, et puis après je me suis dit, quand tu as une personnalité comme Sébastien, on va parler et on verra où ça va nous mener. Et j'ai eu plein d'anecdotes, d'éléments sur toi qui étaient sans réponse. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup, la transparence et la confiance. Donc j'apprécie beaucoup. Sans ça, cette émission, elle vaut pas grand-chose. Donc, merci à toi, c'est sympa. C'est bien, franchement. Ben, moi, déjà, je te remercie pour ce moment passé ensemble parce que j'aime bien échanger avec des gens qui le méritent. Donc, comme je t'ai dit en voix off, effectivement, j'ai beaucoup de gens du foot, même du foot amateur. Il faut savoir que tu as le foot amateur c'est une très grosse communauté, le foot amateur, tu sais. Mm. Je pense que 9 footballeurs amateurs sur 10 te regardent, te suivent. Oh, c'est gentil. C'est une belle responsabilité, mais c'est gentil. Non, non, mais franchement, je te dis, moi, tu sais que je suis toujours très honnête, sincère, intègre. Donc, c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que je sais que beaucoup de mecs que je connais ben, vont regarder, vont un peu écouter. J'ai vu que tu as travaillé, tu en as fait pas mal de copains avant. Ouais, Et c'est vrai que ce qui ressort à chaque fois, c'est connaissant le vécu des uns et des autres, ben, je peux te dire que ceux que je connais, ce qui est ressorti, ça a toujours été du vrai, du vécu, et ça a toujours été honnête. Alors ceux que je connais pas, je peux pas me permettre de juger parce ouais, que j'ai bien pas sûr. ce vécu avec eux. Mais ceux avec qui on passe des moments encore aujourd'hui, qu'on se côtoie, c'est vrai que et c'est pour ça que je me suis dit, tu vois, moi de toute façon, il faut qu'il y ait une discussion, il faut que ce soit franc, net, honnête et sincère. Sinon tu avances pas. Je suis d'accord avec toi. Mais merci de le faire parce que c'est pas facile de le faire dans le cadre d'une émission. Donc, merci beaucoup. Et je prends tous ces compliments, je les garde fort parce que ça donne de la force aux moments les plus compliqués. Donc, merci beaucoup. Et Ouais. bah, comme d'habitude, je te fais part de toute l'avancée pour la sortie de l'émission. Et pour les autres, un grand merci de nous avoir encore une fois suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de fou comme ce monsieur aujourd'hui, d'autres anecdotes dingues, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot ensemble. Ciao.